Est-ce que tout le monde a la pêche? Oui. Est-ce que vous avez bien lu Banane et Robin? Ouais. Il vous manque rien? Non. C'est tant mieux parce que c'est le Fruit Comic Book Day. Bouillard. Alors, c'était triste et mignon en même temps, c'était les deux à la fois. Bonjour, bienvenue dans ce 97e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines, on se réunit pour parler des comics, du moment, des adaptations télé et ciné, mais pas seulement, il y a aussi des événements qui se déroulent un peu partout. Moi c'est Eric, remis de mes émotions après avoir croisé Jim Lee, et je suis pas seul. Il a tous les pouvoirs, surtout celui de contrôler le son. Et il a déjà un blaze, mais il a pas encore de costume, c'est Adrien Larousé. Oui. De loin, il va bien, je le sais. Et il y a d'autres personnes avec moi. Elle a lu tout The Authority avant de venir. C'est Nivrae, comment ça va? Oh la balance, ça va bien? Oui, je balance, oui, ça va bien. Il y a aussi Ben. Absolument, tout à fait, bien sûr. Bonsoir Rick. J'ai envie de te laisser comme ça, tu sais, genre fini. Maman, je peux finir l'émission tout à fait avec voilà, il y a un douze. Et il y a Daniel aussi. Bonjour. Ça fait combien de temps que t'es pas venu? C'est un fat comeback. Ça fait plus d'1 an, paraît-il. Moi, j'y crois pas, mais. Les archivistes. Non, je crois que ça fait plus d'1 an. On va demander aux auditeurs, enfin, un concours. Et les gens ont pétitionné, paraît-il. Voilà. Je suis pas sûr de ça non plus. Non, pas. On a également un invité avec nous. C'est Christopher Malouane. Je prononce bien ton nom de famille. C'est parfait. C'est ça? Je peux donner ton nom de famille aussi à Oui, l'antenne, bien sûr. Tu peux te présenter en deux petites phrases. Qui es-tu? Je suis Christopher Malouane, je suis l'un des coordinateurs du Free Comic Book Day France. Tu l'as bien éplé, tu l'as bien... C'est dur en vrai. Et accessoirement, le jour, je suis libraire. Ah, ça c'est un beau métier. On est quelques-uns encore à exercer cette profession. Merci, c'est un beau métier. C'est vrai, il y a des choses sympas. On va parler du programme. Nivrae, toi tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vous parle d'un vendeur de glace. Pour l'instant, ça a l'air normal et mignon, mais... C'est tout à fait mignon. D'accord. Quand c'est moi qui choisis un comic, c'est toujours mignon. Je sais pas ce que c'est supposé vouloir dire, mais... Daniel, toi, c'est quoi ton prog? Il fallait un truc un peu massif, un truc en 28 parties. et j'hésitais, est-ce que on reprend tous les Jean Grey jeunes jusqu'à ce qu'elle ressuscite et tout ça, genre ça faisait un petit paquet de 50 comics. Finalement, j'ai décidé de rester simple et on va parler d'Avengers. Surtout que tu nous as parlé, on a choisi le titre hier, donc... C'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. Et Ben, tu nous parles de quoi? Oui, bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Je vous parle absolument. Ok, on coupe son micro tout de suite. Spider King, une boucherie dans tous les sens du terme, voilà. Rien à voir avec un autre Spider quelque chose? Non, une araignée comme l'animal, le roi comme un roi, voilà. Aussi simple que ça. Donc une araignée avec une couronne dessus. dessus. Que ça soit un animal. Ou c'est pas le sujet. On demandera ça à Les Pieds sur la Tête ou une émission scientifique qui s'en fout pas. Inverse de nous. Donc le programme c'est ça pour les revues en tout cas. En deuxième partie on va parler avec Christopher du FCBD et de ce qui nous arrive pour les semaines à venir. Et en troisième partie de l'émission on va parler de la série télévisée Krypton qui revient sur la vie des Kryptoniens sur Krypton donc pendant que les autres planètes font autre chose et que Superman n'est pas encore né. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est intéressant d'en parler. Twitter, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux pour communiquer avec nous faire vos remontées, nous dire à quel point c'est cool ou à quel point c'est nul ce titre, nous dire ce qu'on devrait, ce dont on devrait parler, qu'on ignore depuis des mois, des semaines, toutes les questions que vous avez sur l'édition, genre de choses auxquelles on peut parfois répondre. Voilà, @comicspodcast. Le Free Comic, non, pardon. Putain, c'est comme pareil, c'est le BC, c'est le Bouillard Comics Club. Ça, c'est pour discuter entre nous des comics, de ce que vous lisez en ce moment. Et bien sûr, on n'oublie pas iTunes, sur lequel vous pouvez mettre des commentaires et des étoiles. Apparemment, c'est pour la street cred, c'est ça? Adrien, Daniel. C'est pour le référencement. C'est ça? Comment ça marche? Tu es plus facile à trouver. Il y a une entité, il y a un espèce de cérébro derrière et il te calcule par rapport à toutes les étoiles que tu as mis et t'es plus facile à débusquer. Voilà, donc Jamy vient de vous expliquer. Les sentinelles débarquent au bout d'un moment, tu le sais. Vous savez comment ça marche, donc faites ce qu'il vous a dit. Ton père, c'est un voleur, il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans iTunes. Comics Outcast numéro 97. Ah, il était sécurité. C'est ça. C'est parti.
une fois n'est pas coutume, on va présenter notre invité et on va lui poser quelques questions rapides. On va voir s'il a tout préparé, sachant que évidemment, ok, tu peux dire des gros mots. Ça montrera à quel point ton éthique de travail. Super. Allons-y. Alors, quel est ton premier comics, français ou anglais ou Dark Knight Returns. Ah. Pardon, doit y avoir un vieux truc de Spider-Man avec Venom et Carnage, mais je préfère l'oublier. On va dire Dark Knight Returns. Ok. Oh, ça sent le Mark Bagley, ça. Non, c'était le truc qui a été réédité il y a pas longtemps chez Panini Comics, Maximum Carnage. Ah. Le premier comics de beaucoup de gens. J'étais beaucoup trop jeune pour lire cette chose en fait. Donc on va dire Dark Knight Returns qui a compté. Un bon jeu vidéo. Quel est ton auteur préféré? Warren Ellis. Ok. Ouais. Quels sont tes artistes préférés, tes illustrateurs préférés? C'est trop dur. Un nom. En comics. Non, c'est trop dur. Il m'a vraiment pas donné les questions. Bah non, c'est pas drôle sinon. Prêt. J'en ai pas. De qui j'ai tout. J'ai personne dont j'ai. Celui que t'as affiché chez toi. J'ai pas le droit, j'ai une meuf. J'ai pas de poster dans ma chambre. Oh là là. T'as à peu près 2 heures pour trouver une réponse à cette question. Je réponds plus tard. C'est comme le Burger Quiz, tu sais, tu réponds avec une des questions. Ah, on aurait dû faire ça, tiens, merci. Idée pour le prochain invité, ce sera pas toi. On peut te réinviter. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, je suis sur 2 trucs. J'ai commencé le run de Grant Morrison sur Batman, enfin, parce que Urban a fait des méga grosses intégrales. Il l'avait déjà sorti à l'unité, mais là, ils ont recommencé. Ouais. Je m'étais jamais lancé dedans. Grant Morrison, il fait toujours un peu peur, donc là, j'y suis. Je suis vraiment qu'au tout début, mais ça défonce. Andy Kubert au dessin sur le premier arc avec l'apparition de Damian. Je voulais vraiment avoir l'apparition de Damian parce que je suis en train de lire Super Sons et tout ce qui a été fait depuis, et c'est de la bombasse. Et oublie le dessin parce qu'au bout d'un moment, il faut être complètement. Non, je sais que je vais oublier le dessin. Kubert, c'est daté, tout ça. Je sais que je vais avoir. Mais après, T.S. Williams, à un moment, ça va être rigolo. Je sais que je vais passer des moments fous, mais voilà, je commence juste et c'est trop bien. Et sinon, je suis en train de lire un manga, mais relire un manga, c'est Happy de Urasawa. Et c'est beaucoup trop bien. C'est Jeanne et Serge façon Urasawa, donc forcément, c'est du génie absolu et ça fait trop plaisir. On n'a pas le droit aux potes de LOL Japon. Et est-ce qu'il y a un film Marvel, DC ou autre chose qui te hype qui arrive? Avec les mégalistes qu'on a pour les 43 ans à venir. En fait, c'est compliqué parce que là, on est un lundi, j'ai le droit de dire qu'on est un lundi. Oui. Et demain soir, je vais voir Black Panther pour ensuite mercredi matin aller voir Avengers et être à jour. Ok. Donc là, tu vas voir au moins un bon film, c'est sûr. Ouais, ça va être dur. Je vais souffrir un petit peu. Et donc là, c'est ça, c'est Avengers et rien chez DC Comics. Ça, c'est le plus important. Ok, c'est radical. De toute façon, c'est le plus important. Genre, j'insiste. Si vous m'écoutez DC Comics, je n'aime pas. J'aime souvent DC Comics, mais juste pas pour les films. C'est pas grave. Pas Warner. Ok. Eh bien, ça, c'était un petit tour. Hein. On verra s'il arrive. Ça va. J'ai cru qu'il y avait des questions perso et tout. Ah si. Pourquoi? Non, c'est bon. On va commencer avec les revues. C'est Nivrae qui va ouvrir le bal. C'est comme d'habitude 3 comics qu'on a choisis et on lit les premiers chapitres pour se familiariser et donc en parler entre nous ici pour la première fois. Et donc cette semaine c'est Ice Cream Man et on va déguster. C'est tellement ça. Je raconte toujours la même petite histoire, mais j'ai choisi le comics à la cover et je me suis dit, pour une fois, je vais prendre un truc qui a pas l'air violent, qui a l'air très sain. Sur la cover, tu as un monsieur tout souriant qui tient une glace avec des petits enfants tout souriants autour. Il n'y a pas de tête déformée, il n'y a pas de monstre, il y a rien, ça a l'air tellement normal. Donc je me suis dit, c'est parfait. C'était chez Image, en plus, vu que je lis beaucoup d'Image, ça tombait bien. Ouais. Le premier est sorti en janvier et il y en a encore là qui sortent jusqu'au mois de juillet. D'accord. Je ne sais pas s'il y en a au-delà du 5e en tout cas, mais pour l'instant, il y en a 3 qui sont sortis. Donc c'est de Maxwell Prince à l'écriture et de Martin Morazzo côté art. Je les connaissais pas du tout tous les deux. Le premier a travaillé sur One Week in the Library et The Electric Sublime et l'autre Great Pacific et Snowfall. Donc ça je ne connaissais pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, comme vous en doutez, c'est pas juste un gentil, mignon vendeur de glace. C'est loin de ça. Ça commence sur, effectivement, ce monsieur avec son petit camion de glace, sa petite musique, qui va vendre des glaces aux enfants. Et en l'occurrence, il va vendre une glace à Byron, qui est un petit gamin un peu potelé, mais qui a l'air tout à fait normal, jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Se mettre une pince à linge sur le nez et accompagné de son araignée au poison mortel, il va aller rejoindre ses parents dans la cuisine qui sont morts depuis quelques jours. Voilà. Donc là tu dis ok, non, j'ai quand même bien ciblé mon comics. C'est un comics où en fait c'est une histoire par issue.
y a un fil rouge sur le vendeur de glace, mais c'est vraiment une histoire différente à chaque fois. Donc le premier tome, ça va se concentrer sur cet enfant avec son araignée où il a tué sa famille, mais il continue à vivre avec eux alors qu'ils sont morts. Sur la deuxième, ça va être plus autour des addictions, de la drogue. Et sur le troisième que j'ai lu, c'est un chanteur qui a fait une fois un tube dans sa vie et qui vit là-dessus, en l'occurrence sur les souvenirs, sur pas mal de choses. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce que je vais réussir à pitcher ce truc, parce que c'est très compliqué, c'est pas une histoire générale. Et c'est pareil, ce Ice Cream Man qui est au cœur de tout ça, on a très peu d'infos, on sait pas qui c'est. Dans le premier tome, c'est un personnage un peu fantastique, mais qui se retrouve piqué par cette araignée qui devient encore plus chelou qu'il ne l'était déjà. Ouais. Et là, franchement, t'as du 3 issues, tu sais pas qui est ce personnage. Les histoires, chacune individuellement, elles sont vraiment cool. Mais il y a pas trop le lien pour l'instant, mais c'est cool à chaque fois. Donc je suis vraiment fascinée par ce truc-là. C'est un côté conte. Ce qui te met pas mal aussi en valeur, c'est la glace, parce que ce Ice Cream Man, il va te vendre des glaces et en fait c'est la saveur du vice, ça va être la saveur de la misère, là, c'est saveurs de glace, quoi. C'est les saveurs des trucs pas bien de la vie. Ouais, ça reste petite glace aux larmes d'enfant. Un peu trop salé, je pense. Donc c'est plutôt un côté horreur finalement, pas du tout kawaii comme le vent de la couverture. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas ce que j'ai vu pour l'instant. Ce que j'aimerais bien, c'est que dans le 4, on ait un petit peu d'histoire sur le vendeur de glace là, parce que ça manque. Il n'y a pas beaucoup de backstory en effet. Pas du tout. Ben Je suis assez surpris, Hélène, que tu dises que la couverture t'a vendu un truc mignon, parce que moi je les trouve tous hyper flippants. Je vous invite à regarder la couverture pendant que vous nous écoutez. Je les trouve vraiment très flippants. Ils ont tous des sourires chelous, on dirait limite des poupées. Ils sont heureux. Je sais pas, mais en tout cas moi j'ai tout de suite eu un sentiment d'un mec flippant qui va égorger des enfants. Bon, alors c'est pas le cas, mais je crois aussi que dans le 4 que j'ai hâte de lire, il y aura pas spécialement plus d'histoires sur l'Ice Cream Man, parce que je pense que c'est en fait juste un fil rouge. C'est un peu, tu sais, les personnages qu'il y a dans les contes et tout ça, un peu genre Gripsou le clown dans Hit, ou un observateur dans Fringe, enfin, tu sais, les mecs qui sont toujours dans le fond et qui vont pousser les gens ou guider les gens à faire ce qu'ils auraient fait par eux-mêmes ou pas. Vas-y. Non, mais c'est les contes de la crypte, tout simplement. C'est le mec qui te raconte l'histoire et qui est juste le narrateur, finalement. Narrateur, mais qui là, il est un peu acteur. Il intervient un tout petit peu sur certains moments, mais sinon, c'est carrément le mec des contes de la crypte, quoi. En fait, c'est exactement ça. C'est juste que, comme le dit Hélène, il va proposer aux gens, il va avoir une cible, un personnage et tout. Il va leur dire, ok, ta vie c'est de la merde. Soit t'es drogué, t'as pourri ta vie. Soit t'es un ex-chanteur qui vit sur ton tube, qui vit dans le regret. Soit t'es un enfant seul. Enfin voilà, que des gens qui sont paumés ou qui ont des. C'est pas forcément d'ailleurs des gens qui ont des vices. C'est des gens qui sont perdus pour X raisons. Et il va leur proposer une glace. Alors c'est imagé, mais tu vois, c'est un peu la pomme du vice. Mais c'est le genre de dire, voilà, si tu fais un choix, si tu croques dans cette glace, il peut t'arriver des choses, soit ça va exacerber la merde dans laquelle tu es, soit tu vas réussir à t'en sortir. En gros, c'est comme s'il laissait un peu un choix, mais c'est un peu un choix pervers, tu vois. Et donc cet Ice Cream Man, je pense que tu vois, dans le premier par exemple, il se transforme, on va pas spoiler, il se transforme en un truc fantastique, et je pense que c'est juste ce que la personne qui le voit devait voir à ce moment-là. Enfin, c'est un peu, c'est pour ça que je parlais du clown de Hit, c'est parce qu'il prend la forme des peurs. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment, il devient ce que la personne qui le regarde voit. Et je pense que voilà, c'est un espèce de gars. Alors, il est un peu montré comme un personnage maléfique, ou en tout cas négatif, mais j'aurais tendance à le voir comme un mec qui est neutre et qui va se mêler de la vie des gens qui sont déjà dans une vie de merde, en fait. Et voilà, par rapport au dessin, alors la cover, moi, celle du 2 et du 3, elles sont plutôt classique, mais la première elle me fait vraiment flipper, et son visage il est toujours flippant, tu sais, il a toujours un genre de sourire de trop mannequin, voilà, c'est ça. Et donc voilà, je savais direct que c'était chelou. Et le 13, je le trouve un petit peu pas malsain, mais pas très bien à l'aise. Les personnages sont vraiment dessinés, ils sont tous un peu inquiétants, voilà. Ils ont tous une tête un peu inquiétante, même les humains normaux, mais sinon c'est le trait est très cool. C'est juste que voilà, moi je vois ça comme une série de one shot où tu lis une petite histoire, voilà, exactement comme l'a dit Chris, c'est les contes de la crypte, c'est des one shot comme ça qui se suivent, tu peux les lire dans n'importe quel ordre, et voilà. Et comme c'est une mini série, je pense qu'il y aura pas de, je crois même qu'après le 4 c'est fini, il y a un TPB qui sort au mois de juin. Je sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas voilà, c'est vraiment une
une petite anthologie, quoi. Daniel ? Moi, je suis beaucoup moins client que mes camarades, sans doute parce que j'ai été un peu éculé par toute l'imagerie du fameux Ice Cream Guy. C'est tout ça fait partie de la pop culture américaine, en fait, le Ice Cream Guy. Ça remonte dans les années 50 et il y avait une pub très très connue, c'était Ice Cream for Ice Cream. Et même Spawn, pour dire le truc le plus easy du monde, avait fait un numéro genre Ice Cream for Ice Cream, Make You Scream. La métaphore filée sur le marchand de glace qui est en fait le diable. Bon, voilà. Après, il y a l'idée de faire une histoire anthologique qui réunit plusieurs types, et ça, Nivraël l'a bien souligné, c'est que la première est complètement différente de la deuxième. La deuxième, elle bascule plutôt, c'est plutôt Requiem for a Dream. La troisième, c'est un chanteur qui fait un bad trip, littéralement. C'est toujours tout souvent lié aux psychotropes, à narcotiques. C'est pas trop ma cam. Ah, c'est vrai, putain, le premier, ouais. Je pense que je crois qu'il me manque un truc pour moi pour que ça me passionne. Mais je l'ai lu, voilà. Écoute, je mets 3 étoiles. C'est quoi ton échelle? Sur 6, voilà. Ok. C'est complètement genre sur 7,5. Sur 6, voilà. C'est medium plus, quoi, voilà. Christopher, tu as aussi eu droit à cette liste de lecture. Oui. Et du coup, tu as aussi dû lire ça. Ouais. Et toi, alors, première question, est-ce que toi tu lis, on peut se demander, est-ce que tu lis que du Marvel et du DC ou est-ce que tu lis aussi des indés? Non, je lis vraiment de tout parce que c'est mon métier de libraire. Après, je lis surtout quand ça sort en VF et là, donc j'ai dû reprendre des habitudes d'aller choper de la VO. Donc c'était un peu différent. J'avais plus l'habitude du floppy, mais c'était cool de recommencer ça spécialement pour l'émission. C'était pas si mal. C'était pas génial en effet, mais c'était bien, pas si mais pas mal. top. J'ai aimé le côté Ice Cream Man, le côté anthologique. Alors c'est pas Black Mirror quoi, mais ça m'a fait penser un peu à Twilight Zone un petit peu. Oui voilà, c'est ça. C'est toutes des histoires indépendantes où on n'a pas toujours le même scénario. On essaye de plein de choses différentes sur le tome 3, enfin sur l'issue 3. Tout le côté Ziggy Stardust, les références et tout au rock, c'était assez génial quoi d'avoir ça sur la musique, parce que c'était totalement inattendu et en même temps c'est aussi l'épisode qui moi m'a le moins fait flipper, parce que je pense que c'est censé être une revue anthologique d'horreur, alors que graphiquement c'est pas du tout horrifique. Non. C'est aussi ça qui m'embête, c'est que le trait est assez clair, les couleurs sont très très claires et je pense qu'on n'aura jamais peur. On peut être un peu flippé et tout, mais niveau esthétique c'est pas fait pour nous foutre mal. Bah surtout il y a pas écrit Horrorman, je sais que c'est facile de suggérer des choses avec des trucs familiers comme le vendeur de glace ou trucs comme ça, mais là je trouve que il y a un déséquilibre, je sais pas si c'est bien ou pas, moi je trouve ça sympa, mais entre les 3 histoires, parce que justement on tape pas du tout dans les mêmes fields. Je suis d'accord avec le rendu, c'est bien stagé quoi. Je suis d'accord avec le rendu très pastel et très neutre, il fait souvent jour, etc. Mais moi c'est un truc qui me fait flipper, tu vois, si par exemple tu prends toute l'esthétique par exemple dans Édouard aux mains d'argent, de toute la ville hyper clean et les gens, tout le monde sourit et tout, en fait c'est plus angoissant, c'est horrible, que tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Donc moi c'est plutôt alors ça fait pas peur, c'est pas gore effectivement, mais moi je trouve ça inquiétant, exactement, malaisant. Et je voulais juste rajouter un petit truc au tout début de chaque issue. Je suis trop jalouse. Je suis trop jalouse, Ben. Parce qu'elle a vu mon écran. Quand il y a l'ours avec tous les auteurs, il y a marqué quel est votre parfum de glace préféré, et ensuite il y a son mail. Donc moi je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit mon parfum de glace préféré c'est yaourt avec des amandes sur le dessus, parce que dans l'issue 2 il demande le topping. Et il m'a répondu, donc ça c'est assez ouf, c'est marrant. Il m'a répondu, il m'a dit moi je suis plus un gars chocolat avec des petits frichtis au chocolat par dessus. C'est quoi des frichtis? Bah tu sais c'est des petits frichtis, des petits les trucs vaillés là, des trucs. Ah d'accord. Voilà. Des petits frichtis. T'as quoi là? J'ai un petit frichti. Et voilà, il m'a juste répondu I'm a chocolate with chocolate sprinkle guy on a kind of guy. Thank you so much for reading. Et en français pardon? Bah merci, je suis plus un gars qui prend chocolat avec des frichtis chocolat. On va demander à Joe de doubler. Merci beaucoup de lire. Après je lui ai répondu merci, j'ai bien aimé les 3 issues machin. Enfin voilà, je lui ai fait un blabla mais il m'a pas répondu. Je te mets 3 sur 6. Je lui ai dit qu'on parlerait de lui dans le prochain épisode. Donc voilà, non mais j'ai trouvé ça assez cool. J'ai tenté le coup en me disant qu'il y aurait sûrement autre chose à foutre, mais je me dis en même temps il a mis ça dans son comics, donc c'est qu'il attendait peut-être des mails, et du coup il a répondu. Je vais lui envoyer un mail ce soir. Cool. Tu peux lui dire ton flavour préféré effectivement. Flavour. Flavor. D'autres choses à ajouter sur l'homme glace? Bah non, le TPB sort le 20 juin. 20 juin. Je sais pas si notre ami est au courant d'une VF peut-être monsieur. Non, j'ai pas d'infos.
J'ai pas d'infos du tout sur une VF pour le moment. Il veut mon micro, mais je le donne pas. Non, mais on se le partage. On se le partage. Daniel, qui va nous parler d'un assez gros morceau, celui dont tu parlais tout à l'heure. Let's do this. On parle de papier, bien sûr. Et Alors je sais qu'il y a un truc dans Comics Outcast, c'est qu'en général on se base sur 3 numéros pour faire des reviews. Not my thing. C'est pour ça que j'ai proposé Avenger No Surrender. Oh my god. Et c'est un crossover en 16 numéros. Nandaska. Et alors, honnêtement, si tu lisais cette histoire, cette espèce de gros crossover inter-Avengers, un rythme mensuel, tu serais mort. C'est genre, tu aurais perdu le fil et tout. Et là, ça sort un rythme hebdomadaire. C'est ça, ouais. Et ils s'y sont tenus jusqu'au bout. Et pour une fois qu'il y a un truc éditorial qui fonctionne à peu près chez Marvel, il faut quand même le souligner. L'histoire, c'est très simple. Les Avengers sont dans la merde. La Terre est dans la merde. La Terre disparaît. Littéralement. Tout simplement. Et en fait, ce que tu découvres, c'est qu'il y a 2 méchants dans l'ombre qui sont en train de littéralement jouer à un jeu d'échecs planétaire. Et la Terre n'est qu'un pion finalement entre leurs mains. Oh là là. Et donc, les derniers Avengers qui sont encore en état, et en général, c'est pas les meilleurs. Non. C'est genre, mais ils auraient pu faire mieux et finalement ils ont eu que ceux-là et qui s'unissent et donc c'est les 3 titres Avengers en ce moment. Donc il y a les Avengers, il y a l'Unity Squad de Uncanny Avengers, il y a aussi l'équipe qui est écrite par Ali Wing et donc du coup c'est un peu les no-bots des Avengers. Non, mais il y a quand même des gens intéressants. Hein. Il y a Quicksilver, il y a Rogue, tu vois, enfin vraiment, il y a. Attends, juste à dire un truc, il y a un moment où il y a une case, je sais plus dans lequel c'est, parce que c'est vrai que j'en ai eu pas mal et assez vite, où ils disent ouais, on est 9000 Avengers. Et là, je fais genre, ouais, je sais qu'ils sont nombreux, mais et donc ces Avengers s'unissent pour chercher les MacGuffin qui vont leur permettre de buter les boss. Et c'est assez réjouissant parce qu'en plus, c'est vraiment fait à la fois pour les nouveaux lecteurs, donc qui ont envie de se lancer dans un crossover un peu massif. C'est un peu le trip de se lancer dans un crossover. Mais en plus, il y a des trucs très référencés à l'histoire des Avengers. Et là, tout d'un coup, déboule un personnage qui s'appelle Voyager, c'est dès le premier numéro, elle déboule. Et Voyager, elle dit mais non, mais moi j'étais dans les Avengers dès le début. Dès le début, elle apparaît genre et ils ont refait des fausses cases des Avengers originaux ou genre là, quand Vision chiale, elle est juste derrière. Je peux dire un truc ? Ouais. Vas-y. J'y ai presque cru. On y a tous cru. On y a tous cru. J'ai demi-seconde. Alors, j'avoue, j'ai tapé sur Google. Ça me paraissait gros. Mais évidemment. Tout le monde n'est pas celui qui semble être, que ce soit pour Voyager ou pour les méchants. Ouais. Et évidemment, il y a un twist, il y en a même plusieurs. Ouais. À Saint-Tropez ou pas ? Non. Ok. Ben. Oui. Et donc du coup, ça donne une espèce de crossover assez réjouissant, un trip que Marvel avait pas fait depuis très 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 longtemps. Moi, j'ai plutôt pris du plaisir. Évidemment, je vois les grosses ficelles, je vois qui a à peu près écrit quoi. Genre par exemple, tu vois qu'est-ce que Mark Waid a fait, parce que tu reconnais le style Mark Waid. Oui, parce que là, attends, mais Ali Wing, qui est un peu vendu comme le nouveau Alan Moore de la Marvel, tu reconnais un peu son style aussi. Il y a des grosses références, il y a des designs, tu vois chez les méchants et tu te dis mais clairement c'est les designs de Squadron Suprême et ils se sont fait plaisir, ils ont repris les designs de Squadron Suprême originels. Il y a pas mal de références au run de Hickman. Oui. Personnellement, je me suis trompé sur qui était Voyager. Genre je me suis dit d'accord, donc même si toi tu te trompes, c'est que j'ai le droit de tromper aussi. C'est bien d'être encore surpris. Sans révéler, c'est bien d'être encore surpris, mais tu vois, si j'avais parié de l'argent, j'aurais perdu. Non, donc du coup, j'ai pris pas mal de plaisir. En plus, j'ai été très lecteur. Je pensais que Uncanny Avengers c'était un peu c'était le Avenger title qui était vraiment sous-estimé, il passait sous le radar et il était vraiment réjouissant. Et tu vois clairement, en plus, ça c'est un cas très rare dans le monde, surtout chez Marvel, tu vois un gars qui est monté en flèche dans le monde du Stardom. Arrow. Pardon. Putain. En plus, je me suis trompé, j'aurais dû dire Hawkeye. Mais tu vois un mec qui est monté en flèche dans le monde de Hawkeye. Dans le monde artistique de Marvel, c'est Paco Larraz. Pépé. Non, pourquoi ? Parce qu'il y a Paco Medina juste après. Et il y a Pépé Larraz qui est donc le dessinateur d'Uncanny Avengers. Et ce mec-là, c'est clairement une future star de la Marvel qui va donc se faire gauler d'ici 2 ans par DC. Voilà. D'ici 2 ans. Ben, faut que t'arrêtes vraiment. Oh, ça va. Ben, donc ton avis sur. Et ben moi, figure-toi que j'ai eu peur. Non, je t'interromps.
Non, c'est bon, vas-y. J'ai eu peur parce que je suis aucune des séries Avengers qui se mélangent ici. Mais justement, je trouvais que c'était, avec mon regard de noob, j'ai trouvé que c'était pas tant la foire que ça, c'est-à-dire que j'étais pas perdu. Alors évidemment en fin d'issue t'as toutes les sous-équipes avec quelle personne, etc. Donc ça c'est cool pour vraiment les noobs de chez noob. Mais justement j'avais peur de me dire putain je vais avoir aucune backstory de aucun personnage et tout, ça va être le bordel. Et en fait ça se met plutôt bien en place. J'ai trouvé qu'effectivement t'avais ce côté grande récré avec tout le monde, même si effectivement t'as certains Avengers que j'aurais bien aimé voir en action, comme Spider-Man par exemple bêtement qui va se retrouver handicapé. Et du coup voilà, c'est ce que disait Daniel. Il est plus Avengers en ce moment. Ah pardon, ouais, oui c'est vrai qu'il y a un moment vraiment bref c'est compliqué, mais voilà je trouvais que c'était j'ai suivi le truc, alors je suis pas au bout des 16 encore, mais je suis le truc, voilà c'est assez plaisant, je trouve ça cool. Après j'ai pas arrêté de me demander si chaque personnage, j'ai peut-être donné la réponse, chaque personnage, en tout cas chaque équipe, sous-équipe d'Avengers, gardait un peu leur identité qu'ils ont dans chaque série différente, régulière. Clairement, tu sens que l'Unity Squad, il reste quand même très Unity Squad. C'est l'équipe de Rogue, donc qui était à l'époque formée par Captain America, et donc du coup, ça mélange à la fois des mutants et des Avengers historiques. Mais en termes de, je sais pas, d'humour ou de caractérisation, ça reste fidèle. Clairement, tu vois que Quicksilver, enfin, il reste quand même Quicksilver. Ça reste quand même. Rogue aussi, elle a un putain d'arrogant. Mais elle fait pas mal de références justement à ses relations passées, même ses pouvoirs et tout. Du coup, le mélange, il fonctionne pour toi, Daniel? Non seulement ça fonctionne, mais en plus, il utilise des Avengers que j'aurais adoré revoir en série normale, genre Cannonball et Sunspot. Sunspot qui maintenant s'appelle Citizen V. C'est vraiment des personnages vraiment très intéressants du run de Hickman. C'est avec ça que j'ai découvert. C'est vrai, c'était mes New Mutants de cœur quand j'étais petit. Mais non, mais voilà, et du coup, les revoir dans une série Avengers et de les voir à un poste très important et vraiment un personnage clé, c'est génial quoi. Et puis c'est génial de voir les dynamiques entre eux où tout d'un coup ils s'engueulent avec les mecs de l'Unity Squad pour répondre à la question de Ben. Ils s'engueulent avec eux et ils se disent attends, Cannonball est plus important que moi. C'est Quicksilver et il est génial. Donc voilà, il y a vraiment de bonnes choses à piocher là-dedans. Parce que justement j'ai trouvé qu'il y avait une tellement bonne alchimie entre les personnages que je me dis ils ont dû faire des sacrifices éditoriaux en disant voilà, on va un petit peu les normaliser, on va dire, pour que la sauce, un peu comme ils font au cinéma, tu vois. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est vrai que je suis pas forcément au courant de toutes les publications de Marvel en ce moment, mais par exemple Kamala Khan, on la voit une case vers l'épilogue. Squirrel Girl, on la voit quelques fois, mais elle est neutralisée. Kamala Khan n'est pas un Avengers en ce moment. Ouais, non, c'est une Champions. Ah oui d'accord, effectivement, voilà. Oui. Eux, il y a plein de choses neutralisées dès le début en fait, pour justement permettre, j'ai l'impression que permettre à des personnages qui sont peut-être un peu sous-évalués d'avoir des histoires qui les mettent en avant. Et grand vraiment un truc qui est vraiment très important de ce crossover, c'est que ça annule complètement les derniers trucs nuls qu'a fait Bendis dans le monde Marvel, c'est-à-dire il a tué Riri, tout ça, ils sont plus là. Non, je pensais pas à ça. Riri, il peut faire ce qu'il veut avec Riri, mais par exemple, n'oublions pas Civil War 2, et ce crossover fait balayer Civil War 2 comme si ça n'avait jamais existé, de manière assez habile. On voit vite fait Captain Marvel, mais voilà. Oui, vrai que j'ai absolument pas oublié, c'est l'ordre. Mais oui, non, mais j'ai l'impression que tu m'avais oublié. Non, pas J'aime bien, j'ai encore raconté une histoire. Détendez-vous. Quand on m'a dit à faire une émission avec Daniel, j'ai fait c'est chaud. Après, quand il a sorti ses 16 issues, j'ai fait je vais jamais y arriver. J'ai commencé, j'ai fait il y a des Avengers de partout. Il y en a plein que ça fait longtemps que j'avais pas vu. Je me suis dit ça va être un peu galère. Et en fait, c'était super cool. J'ai tout lu presque. En fait, j'en ai lu 4. J'ai un peu regardé rapidement la suite parce que j'avais pas trop le temps. Le timing était un peu serré. Mais j'ai énormément aimé ce principe alors je l'ai noté, le Cosmic Playing Board, donc la planète Terre qui sert juste de terrain de jeu cosmique à ces deux grands là-haut qui s'amusent et qui se font chier royalement, et les Avengers qui sont juste en fait ils font pas partie du jeu parce que c'est pas eux qui s'affrontent, ils sont, je sais pas comment les appeler, même pas des victimes, c'est le pion. Ouais, c'est le pion, c'est le décor, t'interagis avec le décor quoi, c'est vraiment ça, des figurants. J'ai vraiment adoré. En plus, ce qui tombe bien, c'est que j'ai pas une grosse culture Marvel, enfin j'ai la culture des films, malheureusement pour moi, je sais c'est nul, mais la plupart des persos qui sont dedans en fait je les connais, donc en l'occurrence Rogue, dont j'étais une grosse fan avec le premier X-Men. Je parle des films, bien sûr.
Oh, je pensais que t'allais dire X-Men et 92 et non, et non, tout. c'était vraiment cool et ça m'a même donné envie en fait de lire plus de trucs comme ça, de me dire que c'est pas parce qu'on est au numéro 675 que je vais pas comprendre ce qui va se passer avant. Ouais. Et du coup, je pense que je prendrai un peu plus de conseils de Daniel plus tard pour avoir ces petits trucs au milieu qui sont super bien. Oh, c'est fait Non mais c'est vrai que c'est super cool et il se passe plein de choses. J'ai adoré le personnage de Voyager quand elle révèle qu'elle a toujours été là mais c'est juste que tout le monde l'a oublié et qu'on te sort toutes ces covers, toutes ces cases de comics anciens et moi je suis là, c'est un peu chelou quand même mais je vais googliser au cas où j'ai raté quelque chose parce que tu les connais les covers des premiers numéros, du numéro je sais plus, t'en cites de 75, de 50 et quelques. Et là tu vois, tu fais ça se trouve elle était là et j'avais pas vu avant. En plus elle a un costume, enfin elle est tellement dans ce rôle. J'ai trouvé ce personnage vraiment génial et en ayant lu plus loin, c'est vraiment un bon personnage. J'allais t'appeler Fitz, mais c'est pas ça. Chris, excuse-moi. Peut-être une chose que tu ne sais pas, moi les prénoms, c'est. On s'en fiche. C'est voilà, exactement. Donc Jacques. Non, Chris. Toi, tu lis. Est-ce que tu suis les gros événements comme ça? Est-ce que tu as vraiment une continuité de Marvel qui sortent en français? D'accord. Voilà, là on est sur Secret Empire, donc je suis Secret Empire et ça me fait bien plaisir. Donc là j'étais pas prêt pour No Surrender, c'était trop tôt. J'ai prends de l'avance. Mais c'était quand même cool. Il y a deux choses. Non, il y a une chose très très bien sur ce titre, c'est Pépé Larraz. Oui. Ouais. C'est Pépé. Qui était déjà super bon dans Uncanny Avengers. Qui est bon depuis le début. Pépé Larraz, je crois qu'il avait fait un Thor de Season 1 il y a super longtemps qui était pour kids. Enfin, on voit le mec grandir de fou, mais c'est incroyable. C'est le mec qui a rendu cohérent la galoche entre Rogue et Deadpool. Et quoi. il a un style qui est, moi je le situe entre Olivier Coipel et Jim Chung. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, il s'adapte et en même temps tout est beau. D'accord. Alors après, il y a peut-être un travail de colorisation qui est superbe et d'ancrage aussi. Une très grosse cohérence entre les dessinateurs et la colo. Quoi. Voilà, il y a un vrai fil rouge qui est super, mais voilà, Pépé Larraz, là, ils vont pas le lâcher, il passera pas chez DC Comics avant très longtemps. 4 ans. En gros, pour vous, c'est une échéance. En gros, il va tomber c'est pas une chez eux. échéance. À un moment, il fera tout et chez DC, on le verra sur Superman et ça fera plaisir. Il fera pas du Batman. Quoi. C'est pas mon truc. Mais voilà, c'est très bien. Après, Mark Waid, moi, c'est un de mes auteurs fétiches. Ouais. Je l'aime énormément. Il a beaucoup fait de choses sur les super-héros. Et ce que je préfère, c'est quand il en fait un peu en indé. C'est quand il fait des trucs un peu irrécupérables comme ça. Et là, c'est vraiment génial. Il y a eu une vraie réflexion sur comment aborder le super-héros de manière différente. Et quand il fait ça, j'ai l'impression que c'est Mark Waid qui dit bon, je prends leur scénar de jeunes là, et je vais le rendre bien, je vais écrire mes dialogues à la Mark Waid et ça va bien fonctionner. Mais c'est du sous Mark Waid pour moi. D'accord. Donc c'est divertissant. C'est ce que doit être un event chez Marvel. Ça fait plaisir, mais on n'est pas. Non mais les précédents events Marvel, ils étaient tous. Voilà. Mais on revient de très loin. Quoi. Mais on peut attendre encore un event vraiment super. C'est l'event de mi-saison en plus, parce qu'on n'est pas encore sur les. Non, c'est pour préparer. C'est l'entrée, c'est l'event d'entrée avant le numéro 700, quoi. Ouais. C'est le hors-d'œuvre du 700, super. Mais voilà, c'est du Mark Waid de bas de gamme. Et c'est surtout une manière très bizarre de vendre un grand event, de faire un long event avant d'introduction, quoi. C'est quelque chose de très anti-commercial en fait quand tu réfléchis. Après, Mark Waid, le truc c'est que Mark Waid écrivait bien les super-héros dans les années 90 et après il fait le taf, hein. Il te fait Daredevil, il est super bon, il te fait du Captain America, il est super bon, mais c'est pas le Mark Waid de Flash, quoi. Voilà. Ben oui, je voulais rajouter un truc sur Pépé Larraz. Vous savez, il a une barbe. Pépé. Vous savez ce qu'il en fait? Il la rase. Super. Si t'as pris le micro pour ça, je te jure. Si déjà. Mais je voulais joindre mon effort à Chris pour dire que c'est ce qui m'a vraiment accroché dès le départ. Et d'ailleurs, j'ai vu, parce que je ne suis pas à jour, j'ai pas lu les 16, j'ai vu que dans le line-up, des fois, c'est pas lui qui dessinait. Et du coup, j'ai très peur de ce changement dans mon cœur. Alors, mais je vais quand même continuer. Sans spoiler, en fait, c'est pour. La plupart des changements de dessinateurs, c'est souvent pour des scènes qui se passent dans un autre moment. Donc c'est rarement trop. J'ai pas peur de l'incohérence de changement de dessinateur, j'ai juste peur du changement parce que il revient à la fin. Voilà, pour le coup, ceux que j'ai pu remarquer, parce que je suis très mauvais à ça, mais ceux que j'ai remarqué, ça passe tout seul, justement. Pas comme ça colle Medina, bien. Ça va. Non, mais ça colle bien ce qu'ils veulent. Je dis pas que ça va être moins bien, mais non, mais c'est pas la mort, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas Tony Daniel, mais. J'adore parce que les gens sont en train de se dire. Attends, oui, c'est ça. Ils disent des prénoms. Non, mais je pense que les autres sont ok, mais c'est juste que voilà. Et je voulais juste dire un truc sur Mark Brooks qui fait des super covers, notamment la cover numéro 2 que j'avais foutu sur le Bouya Comics Club une fois, qui en fait est une personne qui tient elle-même
elle-même une cover d'un Elle est Avengers. magnifique, celle-là. Et elle est tarée, donc les covers Ça, c'est sont du vraiment 2, je stylées. crois, non? C'est du 2. Ouais, elle est magnifique. La cover de cover. Voilà. Je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais c'est Avengers. Donc, on a lu des numéros 675 à 689. Dans quelques jours sortira la conclusion de cette histoire et vous pourrez en profiter, j'imagine, très prochainement en TPB. J'ai pas du tout suivi, je vous avoue, je ne sais pas trop, mais ça commence en janvier, ça va très vite. Et d'ailleurs, je voulais dire que c'est une bonne stratégie d'en sortir toutes les semaines pour faire monter les numéros très vite et d'arriver à 700. Bravo. Mais TPB, je pense qu'il va y en avoir plusieurs parce que 16 issues, c'est obligé, ça peut pas être en. Oh, alors, Non, tu peux faire un. mais Eux, ils font un omnibus au pire. À mon avis, ça va être en plusieurs tomes. Secret Empire, il y a quasiment rien dedans. Ils ont réussi à en pondre un volume gigantesque. Troisième comics. Oui. Il y en a un troisième? Ah oui, pardon. Bah oui, il y en a un troisième. Non, mais je croyais que c'est toi, Ben. Tu vas nous parler de Spider King. De chez IDW Publishing, écrit par Josh Van, illustré par Simone Darmini. Ou Simone, plutôt, je pense, ouais. Et lettré, je crois, par Adrian Bloch. Non, c'est les couleurs. C'est les couleurs. Tu fais bien d'en parler parce que les couleurs sont ma boule. Bah, en même temps. C'est une mini-série de 4 issues. Le 4 sort le mois prochain. Le 3 vient juste de sortir là. Et il y a un TPB qui est pour août. J'aime autant te dire que cet été à la plage, je sais ce que je vais lire. Ce que tu as déjà lu au printemps. Exactement. Ça s'appelle comment déjà, Ben? Spider King. J'essaye de faire l'accent d'Eric, mais ça Spider King. Moi, j'essaie de t'interrompre. Spider King. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est récent chez IDW, mais en fait, c'est un truc qui a quand même de la bouteille, puisque ça vient d'abord d'une commission de quelques pages qui a été faite par Josh Van à Simone Darmini pour un Comic-Con, où il lui a dit, vas-y, fais-moi ça, j'aimerais bien le présenter et tout. Ça a eu un putain de succès, mais ça n'a pas transformé, il n'y a pas d'éditeur derrière. Bon, alors, j'ai pas tous les détails, mais en gros, le raccourci, c'est ça. S'en est suivi un Kickstarter, justement, avec ce projet qui a été backé monstrueusement. Mais 25 000 $. Voilà, merci. Pour les 200 qui demandaient. Mais ça fait déjà quelques années. Entre-temps, je t'avoue que je me suis pas trop renseigné sur cette espèce de passage à vide, mais en tout cas, là, IDW dégaine le truc et sort les issues et le TPB pour cet été. Donc voilà, ça a été backé parce que c'est tout bonnement magnifique. C'est ce qui m'a fait lire le truc, c'était les covers en premier et ce style un petit peu particulier. Le pitch, c'est on est dans les tribus nordiques, chez les Vikings plus précisément, et on commence par le clan Laxdale qui voit son chef mourir sur le champ de bataille, tué par un mec qu'on appelle le traître, qui s'appelle Arek the Wolf. Donc ce chef de guerre qui s'appelle Alvard va mourir, et c'est son fils qui s'appelle Rolf qui va devoir prendre la relève alors qu'il est tout jeune, donc il est obligé d'accepter, et on fait un bond directement de 10 ans où justement ce Rolf a grandi et est maintenant le roi de ce clan Laxdale, et c'est toujours la même histoire, c'est toujours la baston, ils défendent un peu leur terre, hein, c'est les Vikings, hein, ils conquisent et ils conquièrent. Ils conquièrent et non ils conquisent. Ils conquisent, c'est le gâteau. Voilà. Et voilà, donc c'est que de la baston. Cookie. Il s'avère que la baston la plus importante est encore contre ce fameux Arek the Wolf, qui n'est autre que son oncle. On l'apprend à ce moment-là. J'ai un gros doute sur la conjugaison du verbe conquérir. Il conquiert. On va vérifier, mais voilà. ouais. Bref, donc voilà. Donc en gros, ça paraît simple au départ, mais ça va tout de suite partir en vrille parce que pendant cette baston qui oppose donc le grand méchant à son neveu, va débarquer une pluie de météores fluo qui va s'avérer être un truc alien, des extraterrestres qui sont qui vont donc c'est un peu Cowboy versus Alien mais chez les Vikings, et c'est à peu près aussi simple que ça. Je l'ai dit, c'est une mini-série en 4 issues, donc ça va très très vite. Ah oui. La conclusion sera donc dans le prochain, et j'ai trouvé, avant de parler du dessin qui je pense est ma boule, j'ai trouvé que c'était très classique, c'est-à-dire que voilà, c'est des Vikings, c'est de la baston pure, comme je l'ai dit, c'est Cowboy versus Alien, donc c'est pas un truc tout nouveau mais c'est quand même pas courant. Et je trouve que ce mélange de deux trucs qui n'ont rien à voir ensemble fonctionne très très bien. D'ailleurs, c'est un peu ce que dit Van à la fin de la première issue. Il dit voilà, moi ce que j'aime bien c'est manger des bananes et du bacon. Je vous conseille d'essayer la feta et le melon, ça défonce. Donc il dit voilà, quand on mélange deux trucs qui n'ont rien à voir, ça peut donner un truc nouveau et un truc qui a de la gueule. Et je trouve que c'est exactement ça. Et arrivent les dessins de Simone Darmini qui sont, je trouve,
complètement taré. C'est-à-dire qu'on peut voir beaucoup d'influences, on peut voir du Mignola dans les jeux des ombres, on peut voir du Andrew McLean de Ed Loper dans le design des personnages, dans le chara design. On peut voir aussi du Stocco dont on a parlé la dernière fois pour Alien, ce genre de trait qui est clairement pas comics classique, enfin comics traditionnel, voilà. Trait d'aveugle, je crois. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je crois que tu es frappé. Tu donneras ton avis juste après. De cécité. Tu donneras ton avis juste après. Et donc voilà, et je trouve que la couleur est aussi assez dingue. C'est pour ça que c'était bien de parler d'Adrian Bloch qui, je pense, fait un super travail. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment ça a vraiment de la gueule, c'est-à-dire que je crois que mes amis autour de cette table ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je pense qu'à aucun moment ils ne pourront dire que c'est pas beau ou que ça n'a pas d'identité. Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas de goût. Je trouve que la caractérisation des personnages, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cliché de la caractérisation, donc c'est le gros guerrier, le vieux sage, le méchant qui a une gueule de méchant, etc. Donc c'est vraiment très cliché, mais par contre visuellement ça a vraiment de la gueule, ils ont vraiment une identité propre. Les décors sont dingues, les couleurs sont dingues. Enfin, moi j'ai trouvé que ça avait vraiment. Enfin, dernièrement avec justement Alien Dead Orbit, merci. Ouais. C'est vraiment mon coup de cœur graphique. Je trouve que ça a vraiment une gueule très très particulière. Nivrae, t'as levé la main au milieu de son explication. Mais non, mais parce qu'il parle tellement des dessins. Moi, j'ai un gros problème avec les dessins. Je trouve pas ça immonde. J'ai beaucoup aimé les covers, mais j'ai un problème avec les nez. Tous les personnages ont un problème de nez et c'est juste le truc qui est au milieu du visage de tous les persos et en fait je peux pas les regarder de face, c'est insupportable. Donc tu parles. J'ai un petit problème. Quelle est la particularité des nez? Et je sais pas, ils sont difformes de toutes les formes, ils changent de forme à chaque case, c'est vraiment insupportable. Ça m'obsède parce que tu sais c'est le truc que tu vois sur la tronche du perso. Comme le nez au milieu de la face. Exactement. Mais sinon, mis à part le nez, j'ai trouvé ça plutôt drôle. En fait, les persos sont des Vikings, donc ils sont plus ou moins cons. Puisqu'on est d'accord qu'ils n'ont pas, pas été à l'école, hein, ils sont là juste pour combattre, ils se mettent des coups et forcément tu perds des neurones à chaque fois. Et ils se retrouvent face à des aliens, une entité quand même supérieure, beaucoup plus évoluée, et ils comprennent rien. Enfin, plus évoluée, mais qui arrive à quand même se cracher. Hein. Exactement, oui, mais ils ne comprennent rien à ce qui se passe, c'est complètement logique, et que ça soit le perso principal, Rolf, je sais pas comment prononcer, il y a un H avant, donc on va l'appeler Rolf, mais aussi le Aarek où il y a Sigrid qui a l'air un poil un peu plus intelligente, on n'a pas parlé, qui est la princesse. C'est pas sur la tête. Oui, mais elle est quand même amoureuse de l'autre idiot, donc c'est un peu voilà. Hein. Ça reste très drôle, très con. Très drôle. Les persos sont moches. Et ce que j'ai surtout noté, c'est que c'est hyper chargé parce que, comme tu dis, Ben, il y a 4 issues. Et du coup, il y a énormément d'informations par issue. Quand j'ai fini la première, en fait, je me suis dit, il s'est passé beaucoup de choses quand même dans cette issue. Tu as eu le passé avec le père, tu as eu le combat avec le fils, tu as eu les aliens, tu as eu Sigrid, tu as eu quelque chose qui arrive à Aarek. Ouais. Donc, il s'est passé quand même énormément de choses sur une issue. Et effectivement, je pense que les 3 premières sont déjà bien chargées, c'est passé pas mal de choses, donc la 4e va conclure, mais je pense qu'elle va être solide pour conclure ce truc-là. Je serais curieuse parce que du coup je vais la lire vu que ça s'arrête à 4, mais je pense que j'ai peur qu'elle soit un peu indigeste pour finir l'histoire. D'accord, donc peut-être trop ambitieux. Peut-être. Franchement, sur 4 issues, j'ai l'impression qu'ils mettre des mots dans la bouche des gens. Bah en fait là, t'arrives à la fin de la 3e, t'as pas eu des masses d'infos non plus, donc je sais pas comment est-ce qu'ils vont finir ça sans bâcler la moitié de l'histoire. Jacques, c'est ça. Jacques, Chris, tu as l'air d'accord avec Nivrae pour les nez. D'accord avec Nivrae. Elle a commencé par ce pourquoi je voulais commencer. Les couvertures sont ultra belles et c'est l'artiste intérieur qui fait les couvertures. Ouais, donc au moins il n'y a pas de tromperie. Bah si, il y a une tromperie parce que la couverture est super belle, mais quand t'ouvres, tu fais putain gars, c'est pas la même colo, c'est pas les mêmes compos, tu fais pas tout pareil, c'est un peu spé de pas avoir ça. Ça c'est dommage. Ensuite, à l'intérieur, comme dit Nivrae, on a un premier issue qui est ultra dense, il se passe plein de trucs, mais on s'en fout total. Et à la fin arrive le cliff de hey, il y a des extraterrestres, vous inquiétez pas, vous allez avoir des armes de malade et tout machin. Mais c'est à la fin du premier, donc je savais même pas que ça devait durer 4, mais à la fin du premier, je me fais putain gars, c'est long comme mise en place quoi. C'est méga long, c'est pas ultra intéressant graphiquement. Il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, sauf c'est dans le 2e ou c'est dans le 3e, je ne sais plus, quand je vais un peu raconter ce qui se passe, mais le méchant devient encore plus méchant avec une petite araignée
Et il y a une séquence, il y a 2 doubles pages de transformation un peu abstraites, un peu cubiques. Et là, il se passe un truc vraiment cool. Et pour préparer la lecture et tout, je suis allé sur le site du scénariste. Et le mec se présente. Alors, c'est lui qui peut dessiner un petit peu le scénariste. Il dit ouais, moi j'adore. Moi, ce que je veux, c'est raconter des histoires et utiliser la BD comme concept pour raconter des trucs et faire de l'original. Et je lis tout le truc et je me fais mais les trois numéros et il se passe rien d'original à part ces 2 planches là. Et pour en arriver à ces 2 planches là, il m'a fallu pas mal m'ennuyer. D'accord. Ou aller voir pas mal de poncifs de personnages un peu caricaturaux. Il y a le vieux, on lui coupe le bras, on lui met un truc robot et tout, c'est Robocop un petit peu. Et c'est un peu déjà vu, ça m'a un peu ennuyé. Je me rends compte que j'aime aucun des 3 titres dont on parle et je vais passer pour un gros relou qui après. Donc Jacques, mais c'est pour ça que je t'appelle Jacques, comme ça on sait que oui, voilà. je diffuse. On dirait Julien Lepers qui veut dire Jacques. C'est ça, c'est Jacques. exactement ça. Et donc voilà, c'était pas mauvais. Tous les 3 comics que vous avez choisis sont pas mauvais, mais j'ai juste pas pris un pied énorme et peut-être que c'est des formations professionnelles de libraire en disant je veux lire que des trucs bien maintenant et je fais sortir du lot tous les trucs bien, mais ça c'est dans une moyenne sympa. C'est pas des mauvais comics, c'est juste pas dérangeant à lire. Je sais pas comment. C'est vous qui avez choisi ça. Excusez-moi. Daniel qui n'est pas responsable de ses choix. C'est vrai que je suis pas totalement responsable de mes choix. Non, ses choix avec un C, Car moi on me dit il y a toute une liste et il y a plein de noms à côté et il y a plein de gens qui ont décidé de faire ceci, de faire cela. Donc moi j'ai pris celui dont j'étais sûr que personne ne voudrait. En ce qui concerne nos comics de maintenant, j'ai appris une bonne nouvelle, c'est que il y a que 4 numéros, donc c'est court, c'est vite balancé. Au moins à 4 numéros, t'as pas le temps trop emmerder les gens. Je me suis quand même passablement emmerdé. Je trouve pas ça très beau. Voilà. J'ai vu ça des milliards de fois. Les Horizon meets the Viking meets the Aliens. Ok, d'accord. Je vois où ça en est. Je vois où ça va. Et ça ne m'intéresse pas. Point. Ah, il a bien fini. Parce que j'étais prêt à lui bondir dessus en lui disant t'es qu'un sale blasé de merde, mais il a dit ça l'intéresse pas, donc ça me va. Pas dit, c'est mais je pense qu'il est quand même blasé, mais c'est pas grave. Non, je voulais juste. Non, ça m'intéresse pas. Et par contre, Pépé la race, tu vois, c'est ma cam. Je voulais juste rajouter que aussi bien l'auteur que le dessinateur sont un peu nouveaux dans le monde du comics. On considère IDW plus trop comme de l'indé maintenant, et que je trouve que on va parler de première expérience, en tout cas tous les deux. Pour moi, c'est quand même assez fou. Après, je comprends complètement qu'on n'aime pas un peu à l'image, enfin même beaucoup plus d'ailleurs que Alien Dead Orbit, où il y a un trait tellement particulier que je comprends complètement. Tu vois, quand Hélène elle parle des traits ou des nez qu'elle aime pas, c'est un parti pris complètement entier, donc je comprends qu'on n'aime pas. Mais par contre, entendre que c'est moche, ça, je grince, je raye le parquet. Les covers sont belles. Mais non, mais elles n'ont rien à voir avec l'intérieur. Arrêtez. Une petite question qu'on nous a posée récemment sur les réseaux sociaux. Je vais vous demander là, parce qu'on est dans les revues, comment est-ce que vous 3, même vous 4, vous consommez les comics? Est-ce que vous achetez en papier? Est-ce que vous lisez sur des sites? Est-ce que vous trichez? Qu'est-ce que vous faites, Ben? Je regarde souvent les solicitations. Je sais pas s'il y a une traduction en français. Les appels. Ouais, ce qui est prévu plus tard. Tiens, comment tu dis, Chris, les sollicitations? Sollicitations? On ne dit rien. Les catalogues on dit les catalogues de sortie. Ouais, voilà, ce qui est prévu souvent les mois qui viennent, et en gros souvent les noms des auteurs dessinateurs ou les couvertures m'accrochent, et à partir de là, si c'est un nouveau truc de Mignola, il y a de fortes chances que j'achète en papier. Quand c'est une cover qui me plaît, où je me dis ok, ça genre par exemple Versus de Ezad Ribic par exemple, je sais que j'achète en papier parce que c'est des trucs que j'ai envie de posséder en papier. J'achète très peu de démat. J'emprunte, et sinon en TPB ça m'arrive d'attendre pour acheter en TPB, notamment Thor, Mighty Thor, que j'attends toujours en un seul volume mais que ça n'existe pas. Donc c'est le Mighty Thor, le dernier l'actuel, d'accord. Ça me voilà, donc en gros c'est single issues, et ensuite j'attends que ça sorte en TPB, mais c'est 90% papier. Ouais. Nivra, et toi, tu consommes ça comment? Ça dépend. En fait, c'est simple, si le TPB est sorti en français, je l'achète. Je réfléchis même pas à savoir si c'est bien ou pas. Si c'est de la VO, par contre, j'appelle mon cousin américain qui, bien sûr, me scanne son issue et me la transmet derrière. Et ensuite, si c'est bien, quand ça sort en VF, je l'achète. D'accord, donc tu as une certaine. Oui, j'achète de la VF parce que c'est joli et ça tient dans ma bibliothèque. Comme ça, c'est bien rangé, c'est les mêmes. T'en avais déjà parlé. Tous les éditeurs, si vous l'entendez, bien sûr, rabotez toutes vos éditions, faites en sorte qu'elles soient à la même taille. Voilà, à l'échelle de Nivray, parce qu'apparemment c'est tout
ce qui compte. Dans X-Men Grand Design, on se le fout au cul. Voilà, tu coupes le haut. Tu coupes le haut. Non, mais je vois que Glénat sort. Non, mais Glénat, ils sortent encore un Mickey, là, c'est n'importe quoi le format. C'est Voilà, pas mais possible. arrête de les insulter. Bref, Faut que tu Daniel. vois ma bibliothèque, tu veux. Daniel, toi, tu consommes comment, toi tes comics Bah écoute, pendant des années, je lisais les floppies à leur sortie, et depuis l'apparition des pads et l'iPad et des tablettes. Du coup, je me suis mis au démat, moi. Par contre, j'achète en démat quand c'est des nouveautés. En plus, le côté pratique, c'est quand t'es pas chez toi ou quand t'es en voyage, tu peux quand même lire les nouveautés à l'heure de sortie new-yorkaise, ce qui est très très pratique. Et par contre, je continue quand même de consommer énormément de comics en papier. Je prends les trade paperback, et à des fins d'archives, en général, ça m'arrive de prendre des téléchargements, des trucs que j'ai déjà, mais en même temps, tu vois, j'ai dans ma cave, mais c'est même pas ma cave. Dans une cave quelque part, j'ai l'intégrale de tous les X-Men, tu vois, qui sont sortis. D'accord. J'ai des séries complètes, quoi. Tu vois. Est-ce que tu peux donner l'adresse? Ouais, c'est ça, je veux Parce dire, qu'à mon est-ce avis, qu'on a c'est l'adresse une mine de d'or, mais. C'est chez ma tante. C'est chez ma tante. C'est quelque part en Normandie, mais C'est déjà pas mal, on a un stalker ici c'est bon. qui va chercher. mais Graphique, je peux trouver d'ici une semaine. mais tu sais quoi, il y a un Uncanny X-Men numéro 1 dedans. Et il continuera. Il va donner l'adresse à ce village qui s'appelle machin. Il est pas en très bon état à l'époque où j'ai acheté, mais les gens me regardaient bizarrement à l'époque. Ils disaient oh, putain, t'as acheté un comics pour 800 francs. Et bah voilà, maintenant il Ça fait vaut. combien? 130 €? Ouais. Ouais, non, mais 800, 1000 francs. En l'occurrence, Uncanny X-Men, je l'avais payé plus de 1000 francs. Et les gens me regardaient bizarre, mais aujourd'hui, combien tu vas mettre pour un Uncanny X-Men? Voilà, c'est ça la question. Je sais pas, 5 € le prix que ça coûte. Uncanny X-Men? Pardon, excuse-moi, moi je vis avec dans le monde réel, tu sais, argent égal argent, tout ça. Non, il y a pas de valeur sentimentale, tout ça. Ça, c'est pas le monde réel dans lequel tu vis. Toi, tu vis dans je un suis monde sinon, communiste. Et alors que le monde réel, c'est celui de la valeur et que les choses ont une valeur. C'est que ton Amazing Spider-Man, et ben, un numéro 1, il vaudra pas la même chose que ta putain de fourchette. Alors que C'est une bonne comparaison. ne sera jamais revendu. On le sait très bien. Ni ma fourchette. Ah, moi, j'ai vendu des collègues. Celui-ci, tu le revendras pas. Jacques. Chris. Ah, tu vois, t'as le même prénom que 3 des personnages dans le MCU. Enfin, des comédiens. Si, il compte. Chris Evans. Toi, comment est-ce que tu consommes? En plus, t'es libraire, donc il faut que tu représentes. Comment est-ce que n'importe quoi. Est-ce que tu consommes toi les comics? Plus du tout de VO. J'ai acheté Black Panther. pendant beaucoup Attends, plus trop du tout. longtemps. Pourquoi? Il y a une raison ou C'était financier. T'as oublié l'anglais. Le temps. En fait, avec le boulot, je suis obligé de lire énormément. Genre, c'est 4, 5, 6 BD par jour. D'accord. Donc, j'ai plus de quoi m'acheter mes beaux bouquins VO comme je faisais avant. Et j'achetais vraiment les éditions très luxe, les absolutes de chez DC Comics, les omnibus. Ma bibliothèque est remplie de bouquins de 1000 pages que je trouve très beau, mais Très chiant à déménager. très chiant à déménager, mais ça ne fait pas l'unanimité chez les gens qui visitent les appartements, par exemple. Mais voilà, j'ai totalement arrêté. J'ai jamais lu la moitié de ma bibliothèque encore, parce que j'ai trop de trucs à lire. C'est quelque Donc- chose que donc voilà. je connais. Mais tout le monde connaît. Enfin, tu es libraire aussi. Oui, voilà, Donc, vous pouvez on- pas comprendre. Nous, on Vous est dans autres. cette maladie et on s'en sort un tout petit peu parce Et bah, big up. qu'on a en tout cas des BD à ramener à la maison et Et ça fait plaisir. Tout le reste voilà. est annexe. Mais toi, tu sais même pas si tout tu le vas reste dire. est décoratif. Tu sais plus si tu l'as volé ou si tu l'as pris, il l'a acheté vraiment. Enfin, c'est bizarre. Dis rien. C'était donc la fin de ces revues. Vous retrouvez les informations sur la page de l'émission ainsi que sur Internet. Non, c'est pas ça que je voulais dire. T'as dit Sur- Internet. Oui. Internet comme ça? Non, sur Twitter, Facebook et compagnie. Et donnez-nous vos avis sur ce que vous en avez pensé si vous avez également lu ces comics. On se retrouve dans 2 instants pour discuter avec Christopher du Free Comic Book Day et ensuite de la série Krypton. À tout de suite. Le 21e siècle. C'est parce que Mark et William avaient eu l'idée de développer des jeux ensemble que les dieux imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose créer un logo avant la première ligne de code doit être puni. Vous serez condamné à animer un podcast sur le développement de jeux vidéo. Avec chaque mois un nouvel invité. Telle est notre volonté. La Dev Team, c'est une fois par mois. Et c'est sur Radio Kawa. Vivant, vous êtes vivant. De retour dans ce 97e épisode de Comics Outcast. Ils ont été surpris par le retour rapide parce que oui, nous enregistrons dans les... Dorotour, hein, toujours le Dorotour. club Dorotour. Ok, zéro transition. On va parler du Free Comic Book Day. J'ai envie de chanter mes chaussettes à petits pois tout de suite. Ah oui, et les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Retirez ces micros à ces 2 personnes, s'il vous plaît, trop jeune. immédiatement. Allô, monsieur l'ordinateur.
Vas-y, continue à parler, je reviens dans mon conducteur, hein, moi j'ai rien à foutre. Donc Christopher, tu nous as dit tout à l'heure en présentation que tu étais coordinateur pour la France du Free Comic Book Day. Alors, on sait, enfin je pense que la majorité d'entre nous savent que ça vient des États-Unis, mais est-ce que tu peux nous parler du Free Comic Book Day, de ce que c'est? Aux États-Unis, tu veux dire aussi? Ouais, carrément. Ça date d'il y a plus de 10 ans, maintenant une douzaine d'années aux États-Unis. C'était une période où le comics allait très très mal, se vendait très 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 mal en boutique, et un peu en désespoir de cause. Alors c'est pas les éditeurs qui ont eu l'idée, c'est le distributeur, c'est Diamond qui gère tout ce qui est précommande et tout ça. Quand vous faites vos catalogues pour regarder les couvertures, c'est Diamond qui gère tout ça. Et ils se sont dit bon, on va faire quelque chose avec les éditeurs, on va essayer que ça coûte le moins d'argent possible aux acteurs de ce milieu-là, et on va offrir des comics une journée dans l'année, le premier samedi du mois de mai, et petit à petit ils ont eu pratiquement tous les éditeurs qui les ont suivis, qui ont proposé des floppies plutôt au format américain de ce que vous avez tous les mois, ce qu'on lit en VO. Et ça, alors on ne sait pas si ça a excellemment bien marché, mais en tout cas depuis les comics vont mieux et l'événement a perduré aux États-Unis. Pourquoi le premier week-end de mai? Aucune idée. Ok. Il y a eu sans doute pour les préparations justement des crossovers américains de DC et Marvel, parce que souvent on a un numéro 0 en preview. J'imagine que ça a peut-être eu une influence, mais peut-être qu'il y a une raison, mais je la connais pas. Peut-être l'arrivée des beaux jours, vu que c'est souvent dehors, devant les comic shops. Il y a aussi ça essaie que ce soit familial, qu'il y ait des concours de cosplay à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a sans doute plein de choses qui jouent là-dedans, c'est le printemps. Il y a quand même plein d'endroits dans le monde où en mai il fait moche. Hein. Faut pas non plus. Daniel. Oui. Ne te vexe pas. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu en as déjà fait sur place là-bas aux États-Unis? Oui, j'en ai fait plusieurs. J'en suis sûr, j'ai bien fait de la mettre cette question. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Parle-moi de ton expérience là-bas. C'est une bonne ambiance. Il y a plein de gens qui d'habitude ne vont pas dans les librairies. C'est ça le plus important. D'accord. C'est que ça amène c'est que ça amène un nouveau public. Certes, il y a toujours des fanboys. Tu les reconnais avec leurs t-shirts et des gros à lunettes qui arrivent et qui prennent tous les trucs en 8000 exemplaires. À part les lunettes, jusque-là, c'est Daniel qui vient de s'auto-décrire. Ouais, parce que Hélène, elle a pas de t-shirt et elle est pas gros à lunettes non plus. Voilà. C'est pas très cool pour Hélène. Hein. Ouais, je me suis fait opérer des yeux. Ah. Je suis opéré aussi des yeux. On s'en fout. Ah, donc tu étais à lunettes. J'étais à lunettes. Et je faisais un cosplay de Ben. Pas mal. Et non, mais du coup, ouais, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ça ramène vraiment un public qui n'a plus l'habitude d'aller en comics. C'est ce que tu disais, c'est que le comics a vécu une crise vraiment qui a failli lui être fatale. C'est la faute à Jim Lee et c'est X-Men. C'est la faute à Jim Lee, c'est spéculation. La faute à Rob Liefeld, c'est la faute à la spécule, mais c'est aussi le fait qu'ils avaient changé de système de distribution. C'est qu'avant, les comics, il faut pas oublier, c'était vendu dans tous les groceries. Les kiosques. Et c'était vendu dans les mais genre t'allais faire tes courses et il y avait des distributeurs de comics et c'était vendu $1 maxi à l'époque. Tu tournais et puis c'était au bonheur la chance de ce que tu trouvais. Quand j'étais petit, j'étais Booster Gold, je savais pas ce que c'était que Booster Gold, mais je prenais mes numéros comme ça. Le problème, c'est que comme vous le disiez, Jim Lee est arrivé et tout ça, et que le mode de distribution de comics a changé en fait. Et ils sont passés, ils se sont dit qu'on peut faire plus d'argent en vendant plus cher des comics vendus à des boutiques spécialisées, et le marché a explosé à ce moment-là, et donc du coup les jeunes ne vont plus aux comics en fait. D'accord. Ils ont cassé le marché. C'est pour ça que en général les lecteurs de comics c'est plutôt des gens comme nous, et du coup ça à toi. Non, mais nous tous, quoi, tous autour de cette table. Et donc, du coup, ça permet aussi aux enfants aussi, parce que c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des comics qui essayent, les éditeurs mettent en avant plutôt des choses qu'ils ont envie de lutter pour, tu vois. Et du coup, ça permet de mettre en avant aussi des comics all age. Et ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est. Un petit poney. Il y a du. Voilà, il y avait les Archie, il y avait Sonic, tout ce que tu veux, quoi. Tous les trucs, ils y étaient. Du coup, ça permet aussi d'essayer de capter ce fameux nouveau public que Marvel, DC et tous les autres essayent de capter, quoi. Du coup, là, on parle des États-Unis, mais en France, comment est-ce qu'il y a vraiment des différences entre ce qui se passe là-bas, de ce qui est organisé, je veux dire là-bas, et de ce qui va se passer ici? La différence, c'est que c'était moins suivi, en tout cas sur la VO. Il y a les comic shops parisiens qui faisaient quand même des événements. On peut parler à l'époque Apocalypse, Diable Blanc qui se sont regroupés en Central Comics, Pulps aussi, Album, qui avaient ces titres-là simultanément aux États-Unis. Après, c'était
c'était sur un mini milieu, quoi, vraiment assez méconnu. Et donc on va dire que à ce moment-là, c'était vraiment pas du tout suivi. Et c'est à quel âge aujourd'hui le FCBD français ? C'est la 5e édition. C'est la 5e édition nationale, parce que pour retaper un petit peu l'histoire, l'idée, moi à l'époque j'habitais à Lyon et j'allais très souvent à Comic Zone, qui est le comic shop de la banlieue lyonnaise et qui est absolument génial. Et Kader, le gérant, a créé un truc absolument dingue, c'est-à-dire que lui il faisait que de la VO à l'époque, et le premier samedi de mai, à l'ouverture à 9h du mat', il y avait 250 personnes qui attendaient. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il y avait vraiment, enfin, tous ses clients, il a créé quelque chose, et on était toute une équipe de bénévoles à travailler ce jour-là pour distribuer les comics. Donc lui, il s'est dit, ok, ça marche chez moi. Je sais que ça marche un peu à Paris, mais ils mettent pas exactement les mêmes moyens, mais c'est normal, c'est leur fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose, et en demandant aux éditeurs français d'avoir eux aussi leurs propres titres? Donc c'est là qu'on est allé démarcher les éditeurs un à un pour voir si ça allait fonctionner et s'ils étaient d'accord. Et c'est eux c'est chaque éditeur qui choisit le titre ou les titres qu'ils vont proposer ? Oui. Ok. C'est eux qui choisissent par rapport à leur catalogue. Cette année, c'est la première année où on n'a pas eu non plus un droit de regard, mais on leur a dit. Les années précédentes, des fois, il y a eu des previews de titres qui sortaient 2-3 semaines après, 2-3 mois, et c'était un peu limité comme côté gratuit, sympa, parce qu'il faut savoir que les libraires payent ces comics-là pour après les donner au lecteur, mais c'est pas réglo pour un libraire de payer un titre qu'il aura après dans sa boutique, et c'est payer de la preview, alors qu'en vrai de la preview il peut en avoir assez souvent. Donc là l'idée c'était d'aller voir les éditeurs et de leur dire bon là on aimerait bien avoir quelque chose de soit 100% exclusif, soit d'assez inédit au moins pendant 6 mois. D'accord. Et est-ce que c'est, tu saurais dire la part de la volonté d'attirer les gens, le commun des mortels, ou comment dire, quelle est la part de volonté d'attirer, de sensibiliser les gens aux comics, et la volonté de dire faut quand même qu'on vende des trucs derrière, donc on va choisir un titre un peu catchy, genre tu vois Walking Dead ou ce genre de truc qui attire les foules. Je pense qu'il y a des titres catchy qui donne vraiment envie. Là on a en effet Delcourt qui fait un titre Walking Dead, mais qui a un autre titre Star Wars très jeunesse, donc là ils ont aussi cette envie de vraiment montrer qu'ils ont un catalogue Star Wars jeunesse, et que nous le FCBD on voulait aussi qu'il y ait un titre vraiment pour les enfants, en tout cas all ages comme on dit aux États-Unis, pas que pour les enfants, mais qui aille pour 6-7 ans 8 ans à peu près. Et après, vu que c'est les éditeurs qui décident, non, je peux pas dire. Tout ce que je sais, c'est que vraiment ils gagnent pas d'argent avec, ou très 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 peu. C'est en marketing normalement, même certains en perdent, parce qu'on a cette année sur 10 titres au total, 5 titres qui sont totalement inédits et qui vont rester totalement inédits. Alors il y en a même un qui est en création française, en prise par Achilleos, qui est un comics d'horreur absolument génial si vous aimez Silent Hill. Là il va y avoir un tome 2, le tome 1 existe déjà de Emprise. Achilleos a payé le scénariste et le dessinateur pour faire ce titre. Et ce titre ne sera réédité nulle part ailleurs. Donc c'est une vraie dépense. Donc ouais, en fait, ça fait partie du budget. En l'occurrence. Là, il y a un vrai travail de créa. C'est pas juste une preview. C'est un vrai auteur français qui décide de faire une créa française. Alors, c'est rare parce qu'on est sur du comics et normalement c'est de l'achat de droit. Ouais. Mais imaginez là sur d'autres titres qu'on va avoir, par exemple le TMNT, le Tortue Ninja de iComics. C'est un titre qui va rester inédit pour le Free Comic Book Day France. Vous le trouverez nulle part ailleurs après, il ne sera pas réédité dans un autre album. Ça veut dire qu'il y a des frais de traduction, il faut payer un traducteur, il y a des frais d'impression après derrière qui normalement sont écrasés par le fait de le revendre aussi à la distribution, mais il y a quand même du boulot. Il y a du boulot un petit peu en amont, de faire travailler des gens, et ça, nous, on ne peut pas le quantifier. Les éditeurs investissent du temps et un petit peu d'argent aussi. Est-ce que... il y a beaucoup d'initiatives, je trouve, françaises, ou en tout cas européennes, qui ont été vues par les Américains après et qui se sont inspirées ensuite en retour. Est-ce que, justement, les Américains ont vu ce que vous faites en France et vous ont fait une tape à l'épaule, ou vous ont félicité, ou vous ont donné des idées, en fait, des genres de choses? On reprend le logo du Free Comic Book Day et on reprend leurs principes et on reprend la date. Donc nous, la première année où on l'a fait nationalement, moi, j'ai envoyé un mail à un gars, le contact que je pouvais trouver sur le site du Free Comic Book Day, donc un mec qui bosse en fait chez Diamond, le distributeur, et je lui ai dit bonjour, on veut faire ça en France, on aimerait faire ça avec votre logo parce qu'on veut le faire en même temps, on est bénévole, on va gagner 0 sous, on veut pas faire de l'argent avec, on veut que ce soit une belle fête pour les comics, est-ce que vous nous autorisez à juste utiliser le logo et à en gros un peu
profiter de ce que vous avez créé depuis une dizaine d'années. Et le gars à l'époque m'a répondu oui. Du coup, chaque année maintenant, j'essaye de lui renvoyer un petit mail. Je lui fais bonjour, on en fait encore, c'est nous. Est-ce qu'on peut toujours un peu le faire? Est-ce que ça te dérange pas trop? Et à chaque fois, on me répond oui. Donc ça va. Mais du coup, c'est quoi la structure? C'est une asso? Ou non, c'est rien? Vous êtes juste des personnes séparées? Non, on travaille en association parce que Kader, donc le gérant de Comic Zone, a créé une association qui s'appelle BD Ciné Goodies, dont il y a beaucoup de membres, mais en membres actifs, on va dire qu'on est 2 pôles. Le Free Comic Book Day France et un autre pôle qui gère qui fait une convention comics à Lyon, qui avant s'appelait la Comic Gun, qui était liée à Lyon BD et qui cette année va être intégrée au Lyon Game Show, qui est un événement organisé après par les gens du Toulouse Game Show. Donc va y avoir une convention à Lyon et c'est l'association, on va dire, qui gère le plateau comics, donc qui gère tout ce qui est venue d'artistes, et voilà, il y aura des acteurs et tout, etc. Mais ça, c'est pas notre asso qui va gérer. On va dire qu'on est 3-4 actifs bénévoles. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres pays qui ont copié l'idée? Je ne Parce crois que pas. du coup, passer de l'anglais au français, bon, pour nous, il y a qu'un pas, on va dire, quand on a fait des études jusqu'au bac. Je rigole. Mais est-ce que, par exemple, tu sais si ça existe en Angleterre, d'autres pays où en Angleterre, ils font VO. Ils font la même chose avec Diamond, avec les mêmes titres. C'est purement un peu copier-coller. Dans tous les pays du monde, ils peuvent faire la VO. N'importe quel libraire dans le monde peut avoir accès aux previews de Diamond, au catalogue de commandes, et donc peut commander ses titres pour avoir la VO. Nous, c'est pas possible, on fonctionne pas du tout comme ça. On est vraiment uniquement sur le marché français, belge et un petit peu suisse. On va voir cette année. C'est encore une fois pas sûr, mais non, pour la France. En tout cas, nous, on est les seuls à le faire en francophone. Et je crois pas qu'il y ait d'autres pays qui aient proposé de faire ça. Ou en tout cas, de le lier au Free Comic Book Day américain. Peut-être qu'il y a d'autres choses. En France, on a aussi les 48 heures de la BD où on n'offre pas, on paye maintenant les BD 2€. Mais c'est un petit peu le même principe. Mais du coup, ça veut dire que tous les comic shops en France qui participent au Free Comic Book Day France, ils proposent pas les previews américaines ou en VO aussi? Ils peuvent. Normalement, ils le font. D'accord. Normalement, ils le font. On va dire qu'à ce moment-là, c'est presque la France, les titres français qui sont le bonus par rapport à la VO. Normalement, tous ces comic shops américains font les titres VO. Vrai? Moi, je suis jamais là les week-ends du mois de mai. Est-ce qu'il y a une chance que je puisse retrouver quelque chose après? En fait, si tout n'est pas distribué le samedi, dans ta boutique ou dans d'autres boutiques, après, les libraires font ce qu'ils veulent des titres. Donc, mais est-ce que ça arrive qu'il en reste? Ça arrive. Moi, dans ma boutique, on distribue pas tous les titres, mais le principe, c'est pas d'en mettre de côté pour des clients ou des clients. Le but, c'est le samedi que ce soit la fête. Par contre, il y a des sites de vente par correspondance qui mettront en ligne les titres le lundi. D'accord. C'est-à-dire que normalement, sur ces sites de correspondance, avant, vous pouviez les commander un petit peu plus tôt et les recevoir pour le samedi. On a voulu cette année changer un petit peu ça, et que le but, c'est de faire venir les gens en boutique. Ouais. D'abord, priorité aux boutiques le samedi, le lundi en ligne sur des sites que vous retrouvez intégralement sur notre site internet. Vous avez tous les sites de vente par correspondance, et les boutiques, vous trouvez toutes les infos et toutes les boutiques participantes sur le site fcbdfrance.com. Comicscast.com. Ouais. On mettra un lien. Oui, c'est ça. J'ai deux questions par rapport à ce qu'on vient de dire. Le système, ça fonctionne. Alors, moi, je l'ai fait plusieurs fois, mais je crois que c'était un peu. Ça fonctionne en fonction. C'est en fonction du magasin. Est-ce que on te file forcément les issues gratuites, ou est-ce qu'il faut passer un achat et on te les file si tu achètes? Normalement, il y a un minimum. Tu dois recevoir un comics gratuit minimum. Ok. Nous, après, on peut pas être en boutique et on veut pas faire la police non plus, parce que ce que vous avez mis en place, c'est ça. Nous, voilà, ce qu'on a mis en place avec les boutiques, c'est une relation de confiance, mais on peut rien imposer du tout, parce que, encore une fois, les libraires ont payé les titres. Normalement, ils pourraient même. Là, moi, j'ai reçu mes titres à la boutique, je pourrais les donner. Je peux pas faire la police derrière. Après, nous, on peut juste leur dire, les gars, c'est pas cool, vous faites pas le jeu, si on a des retours. Mais on veut qu'il y ait au moins un comics gratuit. La plupart du temps, c'est 2 par personne. Dans certaines boutiques qui jouent le jeu et qui font un événement, il peut y en avoir plus si vous venez déguisé, si vous participez à une animation qui est mise en place. Renseignez-vous auprès de votre boutique, c'est ça le plus intéressant à faire. Là maintenant, il est trop tard pour commander des titres. On est à 1 semaine, je crois, au moment où c'est ça, ouais. Ou c'est cette semaine même. C'est ça.
C'est ce samedi. C'est ce samedi. Ah, je suis pas prêt. C'est ce samedi, donc allez dans votre boutique, demandez, et le samedi matin, soyez gentil avec votre libraire et dites-lui merci parce qu'il a payé ses titres qu'il va vous donner. Alors samedi matin et tous les autres jours de l'année, s'il te plaît, hein, parce que bon. Oui, soyez toujours gentil avec votre libraire, mais souvent il donne pas les BD. Enfin, non. Tu donnes les BD. Non. Donne ton adresse. Je la donne, mais je demande de l'argent aussi. Tu parlais de sites tout à l'heure, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais du coup, est-ce que par exemple un site comme Comixology propose des titres en démat gratuits pour le Free Comic Book Day Je ou pas? crois qu'il propose les sites VO. Daniel pourra peut-être me dire un peu plus. Je crois en avoir VO vu, au moins. VO, c'est sûr. Ouais. Nous, on n'a pas de partenariat pour de la mise en ligne. Okay. Après, sur les le sites français. site sur chaque appli de chaque éditeur, je pense que tu le trouveras. Je pense que c'est possible aussi. Le but, c'est qu'il soit gratuit. Nous, pour la France, non. Est-ce que tu as le droit de parler de volume, qu'on se rende compte en fait, le volume de ce qui a été édité pour l'événement en gratuit? Alors encore une fois, là je veux que ce soit clair. Nous on est coordinateurs, c'est-à-dire qu'on a envoyé des mails aux éditeurs, on leur a dit bonjour, vous voulez jouer avec nous et faire des trucs cool pour vos lecteurs, et ils ont dit oui. Après c'est eux qui font tout le boulot, c'est eux qui impriment, c'est eux qui qu'on fait la traduction, qu'on fait le maquettage et tout ça. Nous on a juste dit on aimerait bien qu'il y ait le logo quelque part sur la couverture et à l'arrière un espace pour que les libraires y mettent leur logo aussi, ce serait cool. Après ils font ce qu'ils veulent, donc c'est eux qui ont tout imprimé. Et on a 10 titres cette année, on a fait éditeur, encore une fois Delcourt en a 2, parce qu'ils en font un jeunesse. Et on est sur une moyenne de, on va dire une moyenne haute de 8000 exemplaires par titre. Ah ouais, donc on à est une échelle française, c'est gigantesque. Ouais. C'est énorme. Et on est vraiment super content. Il y a 348 boutiques qui participent. Ouais. C'est vraiment super. On est vraiment très content qu'il y ait autant de titres qui soient donnés. Est-ce qu'il y a Pardon, excuse-moi Daniel. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui ne veulent pas jouer le jeu? J'imagine que Daniel cherche la petite bête parce qu'il est au courant. J'imagine que Moulinsart, ils ont. Oh là On parle des comics. Vas-y, balance. Ou pas? Non, ne balance pas. On contacte chaque éditeur chaque année pour savoir s'ils veulent participer. Je pose la question naïvement parce que je suis pas dans le vrai secret des yeux. Oh, arrête. Non, je t'assure. Cette année, les lecteurs ont beaucoup noté l'absence de Panini et c'est quelque chose qu'on comprend à 100% parce qu'on a eu vraiment des gros soucis l'année dernière sur le problème de facturation post-livraison. Donc c'est pas nous qui gérions ça, en vrai on a eu un intermédiaire et toutes les infos n'étaient pas partagées et vraiment Panini a perdu de l'argent. D'accord. Donc là il y a une sorte de mise en demeure qu'on comprend totalement du fait qu'ils ne veuillent pas participer. On trouve qu'après c'est dommage pour les lecteurs parce que c'est eux qui sont victimes et pas les personnes qui ont à un moment mal fait la facture quoi. Mais en tout cas là cette année ils sont pas là, j'espère qu'ils seront là l'année prochaine. Dans le game du comics. Je crois que c'est les seuls qui manquent cette année. On a plein de petits nouveaux. On a Casterman qui apparaît avec un nouveau label de comics qui est vraiment trop cool. Paperback. Non, plutôt bien trouvé, je trouve. Alors, j'allais dire tout l'inverse parce que c'est un mot pour moi du quotidien. C'est chiant pour le référencement, ça j'avoue. Casterman, s'il vous plaît, changez. Trop tard. Est-ce que par exemple vous avez essayé de discuter... Alors double question, est-ce que tu démarches des nouveaux comic shops ou des nouveaux trucs chaque année et est-ce que tu as testé les gros trucs genre Fnac ou les grandes surfaces qui vendent aussi du comics mais qui seraient peut-être beaucoup plus difficiles à mettre en place, genre à la caisse on te file des comics gratos si t'achètes? Alors oui, et les Fnac participent. Ah pardon, moi les je savais pas. Non, les Fnac participent. Alors c'est pas nous qui démarchons pour mettre en place les comics. On a payé un distributeur-diffuseur qui est Macassar et qui s'occupe donc lui de faire du mailing et de reprendre les commandes. Alors les libraires peuvent le faire en gros sur le site du FCBD France, mais c'est très minoritaire. Après les commandes sont remontées de la même façon qu'ils commandent les kiosques de Urban Comics par exemple. C'est exactement le même fonctionnement. Donc là après derrière, ce diffuseur-distributeur s'est occupé de contacter les Fnac et de contacter en fait tout leur réseau de libraires pour savoir qui on voulait. Nous ensuite on pouvait aussi faire le relais pour il y a des bureaux de tabac qui ont voulu en faire ou des trucs comme ça, des presses de petits villages et tout qui sont pas forcément référencés comme de la librairie. Bah ça a été possible aussi. Mais les Fnac participent. Par contre, honnêtement, je n'ai aucune idée de comment récupérer un Free Comic Book Day à la Fnac. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas. En caisse ou alors le libraire te les file, mais c'est compliqué. Le libraire à l'intérieur, le spécialiste du rayon comics le jour même, aucune idée. Ouais, ils ont des taf, je pense. Voilà, ils ont des quantités, ils ont des quantités sur Fnac.com aussi, je crois. Là-dessus, encore une fois, on peut pas faire la police. Mais c'est cool que les gros trucs participent aussi. Bien sûr, c'est vraiment génial. Ils nous ont pris des très très grandes quantités. Sans eux, sans les grandes structures comme ça, on y perdrait pas mal.
Adrien, pardon. J'ai deux. Oui, je voulais une introduction princière, tu sais, genre. Et Adrien, prends le micro. Et maintenant, Adrien. Alors, j'ai une remarque et deux questions. Et puis après, je retourne à mon poste de réalisation. Une remarque, c'est que. Bon, moi, je trouve ça génial. Et en fait, je suis pas d'accord trop avec Ben sur le côté, c'est cool que la Fnac participe ou quoi. Mais bon, après, je comprends les arguments économiques et de visibilité, etc. Mais. À l'instar du Record Store Day, tu vois, qui est ce moment qui arrive donc 3 semaines à l'avance, où tu trouves des titres inédits chez ton petit disquaire et tout ça, ben, je trouve que c'est un événement qui a quand même le mérite de faire déplacer les gens chez leur libraire indépendant. Donc c'est quand même le moment où tu peux prendre contact avec quelqu'un, te rendre compte qu'il est sympa, te rendre compte que c'est un endroit où tu aimerais bien aller le reste de l'année, et c'est mieux de faire ça là que dans la Fnac. Et j'ai deux questions ensuite. Ma première question étant... est-ce que, c'est quand même assez, si je ne me trompe pas, c'est assez rare en France que les éditeurs fassent des floppies. Donc pour eux, ça doit être un moment un peu funky parce que je pense que c'est peut-être le seul moment où ils éditent un floppy. En tout cas, je pense pour certains, en français. Et deuxième question, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du Free Comic Book Day, peut-être en France et aux États-Unis, qu'un titre inédit prenne de la valeur ou de la méga hype, tu vois, et que genre il faut absolument trouver ce truc parce que là c'est rarissime? Alors, première remarque, je comprends l'idée du Record Store Day. Arrête-moi si je me trompe, mais tu payes ton vinyle au Record Store Day. Et c'est plus facile de faire venir des gens dans des petites boutiques si vraiment t'as un truc ultra exclusif. Moi j'adore faire le Record Store Day, c'est plus simple. Après on vise, nous notre but au FCBD France c'était d'élargir le lectorat qui est déjà grand. On n'avait pas ce problème du marché américain qui était en berne. Le marché du comics en fait se porte très très bien, mais soyons clairs, on entend tous parler des super-héros. Il y a des millions de personnes qui vont voir les films et la quantité de lecteurs parmi eux est infinitésimale. De lecteurs vraiment intéressés, assidus, ouais. Voilà, qui veulent pas juste du Batman ou du Deadpool, des curieux en tout cas. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est développer la curiosité. Si ça se fait dans une Fnac, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, s'il y a un mec cool, un libraire cool dans une Fnac, et il y en a beaucoup, c'est nickel. Ça me va vraiment, vraiment. Après, que vous alliez chez un petit libraire indépendant, moi étant un petit peu comme ça, travaillant là-dedans, c'est mon petit cœur qu'on touche, quoi. Ça me fait plaisir. Mais on peut pas se priver des Fnac, on peut pas se priver des sites de vente en ligne parce que c'est des forces de frappe énormes pour accompagner des catalogues qui existent et qui sont vraiment superbes, quoi. On a vraiment des éditeurs en France qui font un boulot de malade. Des jeunes éditeurs, entre autres. Encore une fois, cette année, on en a plein. Et ce serait dommage de gâcher ça en ne mettant pas les Fnac. La question d'après, c'était sur... les éditeurs qui font des floppies. Est-ce qu'il y en a des collectors, surtout? Non, c'était la deuxième question, ça. La première, c'était est-ce que c'est compliqué pour les éditeurs de faire des floppies parce qu'ils n'ont pas l'habitude en français? Alors, c'est pas forcément compliqué parce qu'en vrai, on a déjà eu des floppies en France et ils sont donnés gratuitement aux libraires, ce qui est un peu étonnant pour nous. Par exemple, il y a pas longtemps, en début d'année, on a eu Black Magic chez Glénat Comics, qui est une super bonne série, et on a reçu, enfin moi en tout cas à la librairie, j'ai reçu 3 semaines avant la sortie du recueil, quoi, du truc couverture dure, 30 exemplaires d'un floppy de 20 pages. Les 20 premières pages. Original, quoi. L'issue 1 en français. D'accord. Et ça arrive. Mais c'est de la promo. C'est de la promo, mais de la promo en fait. C'est de la promo. Oui, d'accord. En fait, ce que je remarque, c'est juste que en France, et ça m'attriste un petit peu. En fait, j'aime suivre les séries de façon régulière et je suis très très frustré de devoir attendre, tu vois, autant pour avoir une VF. Et donc du coup, moi le floppy me convient. S'il y avait de la floppy en France, enfin, j'aimerais, je crois en France que tu vois, il y a une distribution de floppy. Je comprends que peut-être la niche est trop niche pour que on se mette à faire ça. Oui. Enfin, pour parler libraire, je pense que le floppy en France, on voit que ça marche bien avec Panini, Marvel, parce que Strange dans les années 60, voilà, c'était la folie. Et on voit qu'Urban galère un petit peu, enfin en tout cas ne veut pas mettre le paquet dessus parce que ça leur rapporte pas énormément. Donc faire ça avec en plus de l'indé, je pense que c'est mourir tout de suite. Je pense que Panini, Urban et compagnie le savent, c'est que notre culture, elle est vraiment sur l'objet. Et enfin, la culture française, je veux dire, en termes de lecture et de bande dessinée, c'est vraiment sur l'objet plutôt que sur la collection. Exception faite.
beaucoup de Marvel. Oui, voilà. De Panini. C'est les seuls, c'est incroyable ce qui s'est passé, mais voilà, en France, ça ne peut pas exister avec autre chose. J'ai l'impression qu'en fait, que tout le monde chez les éditeurs, enfin, je parle pas à tout le monde, mais j'imagine qu'il y a une certaine volonté, peut-être surtout la jeune génération, de vouloir avoir des floppies en France, parce que en termes de consommation de prix, est-ce que c'est plus intéressant pour nous, justement, qui suivons qu'une seule série, ainsi de suite. Mais en réalité, eux, les éditeurs, c'est pas intéressant, parce que ça veut dire de risquer des pertes. Ouais. Non, Alors, je pense que c'est bon pour personne. Je pense que ça sera jamais rentable et il y a peu de chances que ça arrive en France. Oui, vous l'avez entendu, mais du coup, jamais rentable, peu de chances que ça arrive en France. Mais le Free Comic Book Day France, quelque part, c'est du marketing pour les éditeurs. Si jamais ils perdent un tout petit peu d'argent, là, ça leur coûte moins cher de faire ça, le Free Comic Book Day, parce que, encore une fois, en fait, là, pour être honnête, il est vendu 50 centimes hors taxe au libraire. Chaque petit floppy, peu importe sa pagination, il y en a qui font 24 pages, il y en a qui en font 70, il est vendu 50 centimes. Le libraire l'a payé 50 centimes. Et l'étape d'avant, c'est les éditeurs qui le vendent aux distributeurs, ils le vendent 40 centimes. Donc quelque part, personne ne se fait rien, quoi. Normalement, ils perdent pas d'argent. C'est ça qu'on veut, c'est qu'ils perdent pas d'argent, c'est qu'ils fassent un événement où ils peuvent en imprimer plein et faire vraiment un truc ultra cool, parce que de toute façon, ils ne doivent pas perdre d'argent. Celui qui perd de l'argent, c'est le libraire. Lui, il investit sur potentiellement rien. Il peut avoir personne qui vient, il peut avoir personne qui arrivera à fidéliser grâce au Free Comic Book Day. Du temps, de l'espace. Voilà, c'est impossible, c'est inquantifiable de toute façon. Mais voilà, donc c'est quelque chose c'est du marketing, c'est totalement du marketing. C'est à tel point du marketing que tu remarques, et ça c'est une différence notable entre le Free Comic Book Day France et l'américain, c'est que la plupart des numéros, en tout cas ceux qu'on a devant nous, il y a un mot de l'éditeur en fait. Ce qu'il n'y a pas en fait dans la version américaine, c'est que vraiment ils embrassent le truc comme de la promo, c'est-à-dire c'est de la com pour eux, clairement. C'est alors, de la com. Ouais. Oui, alors totalement. Après, aux États-Unis, nous on aime aussi ce côté éditorial. On aime ce côté, on va vous donner un bouquin qui est pas juste une trad. Il y a un petit apport en plus. Ils essayent d'expliquer, quoi. Oui, ils essayent d'expliquer leur catalogue. C'est tout à fait logique. Le Delcourt, le Star Wars, la ligne Kids. Soyons clairs, nous on est lecteurs en librairie, mais on la voit très peu passer. Le format, il est franco-belge, il est très grand et il est tout petit. Il se vend beaucoup dans les supermarchés et tout ça. Alors que là, il va vraiment se passer quelque chose. C'est un focus sur cette collection-là et qui est bienvenu, parce qu'en plus on a des artistes français qui seront dedans, quoi. Mais justement, nickel transition, j'allais te demander, si on parle des artistes français qui sont peut-être déjà sur place, est-ce que ça peut amener des auteurs pour des dédicaces ou tout, ou ça c'est le taf de chaque comic shop, ou est-ce que toi tu participes à ça? C'est le taf de chaque comic shop. On répertorie, on demande aux gens, si vous voulez faire une animation, dites-nous. On vous référence sur le site en disant il y aura un concours de cosplay, il y aura une dédicace de machin ou machin, pas forcément les artistes des titres, de toute façon, parce qu'il y a rarement les Américains qui vont venir pour le Free Comic Book Day. Mais là je vais faire auto-promo pour ma boutique, mais moi j'aurai par exemple les artistes de Emprise du titre français, Aurélien Rosset et Johan Corgier, qui seront dans ma boutique, qui seront le samedi dans ma boutique. Et voilà, c'est super cool, je suis vraiment ravi. On n'a pas pu avoir Elsa Chartier et Pierrick Collinet parce qu'ils seront à Comic Zone à Lyon comme tous les ans. Ils ont leurs petites habitudes là-bas. Mais sinon, non, il y a des dédicaces quand même. Il peut y avoir n'importe quel artiste en dédicace. Moi, les années précédentes, je demandais souvent à des artistes de la Whip Agency ou des petits, des associations comme ça qui sont semi-pro, amateurs. Est-ce que vous voulez venir faire des dédicaces pour les enfants? Beaucoup de taf de terrain en plus, ces mecs-là. Voilà, c'est énorme. Et nous, les boutiques, si elles nous disent je voudrais organiser une dédicace, mais je connais personne, eh ben on essaie de les mettre en relation avec ces groupes-là pour qu'il se passe quelque chose. Des fois, ça foire parce que géographiquement, on n'a personne à Dijon, mais on essaye au maximum. En même temps, Dijon. Justement, tu parlais de sites et de savoir les adresses de tout le monde et tout. Si quelqu'un vient juste d'apprendre l'existence du Free Comic Book Day en nous écoutant, comment il fait? Il peut aller sur le site fcbdfrance.com. Si vous tapez juste FCBD France, vous pouvez l'avoir. Je crois que c'est peut-être un petit peu plus long, la vraie adresse. Vous avez dessus toutes les librairies participantes. Alors, librairies participantes, on compte les librairies qui ont commandé une sorte de minimum de titres, mais c'est vraiment assez peu, donc il y a pratiquement tout le monde de référencé dessus. Vous avez les animations aussi qui seront dedans. Allez sur Facebook, on a aussi une page Facebook où on essaye de référencer tout ça. On a créé des événements Facebook pour tous ceux qui ont une animation et qui ont quelque chose d'un peu particulier. Et appelez votre libraire. Si là vous écoutez et qu'on est encore dans la semaine, appelez votre libraire, demandez-lui s'il participe. Et préférez appeler le matin, il me demande. Oui, Annie Vrai. J'ai précisé que sur le site, ce que j'étais voir tout à l'heure, il y a un guide pour son premier Free Comic Book Day, comment faire. Ah oui. Et dans les bons conseils, il y a effectivement prendre un sac pour y aller, parce qu'on va ramener plein de choses et qu'on va forcément faire des achats. C'est vrai.
Encore une fois, si vous êtes à Lyon, prévoyez un caddie. Ok, il va avoir le goût Kader c'est ça Reims. Kader Reims grâce au caddie. Non, c'est pas dans ce sens-là, mais vous avez compris la blague. Kader Roussel. Très très bon. Excellent ça. Ben, t'en as une. On peut pas fermer cette page. Non, c'est pas mal. Vraiment Tu pars sans. Tu reviens pas après, hein. Dis donc, Daniel, tu manques Kader. Tu vois, non, j'aurais pas dû. On va donc évidemment mettre toutes les informations que Chris a bien voulu nous transmettre parce que bon, apparemment c'est dur à lui soutirer. Putain, Non, mais attendez, putain, mais quel enfoiré. Je peux faire un listing des séries, je vous jure, je reste Ah oui, encore 2 heures. présente-nous ce qu'on va voir. Alors, pas 2 heures. C'est un peu chiant si je le fais trop long et tout, je vais essayer d'aller très très vite, j'ai pris des notes et tout. Ou alors tes coups de cœur parmi ce qui sort. Non, Ou alors non, pas de coup de cœur. Ou alors pas de jugement de valeur et Pas tu de nous en jugement de choisis. valeur. Vous avez plein de choses à découvrir, vous avez du super-héros et pas du super-héros. Il y a Riverdale. Il y a Riverdale. Bon, tu... Ok, vas-y, on fait Riverdale d'abord. Alors, Riverdale qui est en bingo avec Devolution, c'est chez Glénat Comics. Donc, Glénat lance la collection Riverdale dans laquelle il y aura plein de trucs un peu teenage et il y a plein de séries trop cool chez Archie Comics en VO et donc suivez ça. C'est vraiment très bien. Devolution, c'est une série VO qui était prévue il y a très longtemps par Rick Remender et Paul Renaud. Paul Renaud, très bon nom de famille. Je peux te poser une question chiante parce que ça me taraude depuis tout à l'heure. Oui. Pourquoi ce gros pâté blanc en bas? Alors en bas, vous allez trouver c'est pour que les gens ils mettent leur tampon ou leur logo de librairie. C'est pour que ce soit très gros quand même, personnalisé. Okay. Oui, parce que moi j'ai un gros tampon à ma Ok, d'accord, pardon de t'avoir coupé. Voilà. Mais au moins voilà, c'est pour que ce soit personnalisable par chacune des librairies et c'est dans les trucs chiants qu'on a imposé aux librairies. Inversement proportionnel à quelque chose. Vas-y, continue. Voilà. Glénat Comics, donc Running de Riverdale. Il y a aussi un tout petit extrait de Winnebago Graveyard, qui est un truc un peu horrifique que Mark Millar a beaucoup aimé. En tout cas, c'est ce qu'il y a marqué sur la couverture. Ça plaira à Joe, ça. Ils ont pris ça sur Twitter une fois. Non, après, c'est ultra gore. Ça veut dire qu'il va le pomper dans 6 mois, surtout. Ensuite, je reprends par ordre alphabétique. Il y a que Ben et que Daniel qui est mauvais. Moi, je suis gentil aujourd'hui. Achilleos, donc un éditeur français qui fait beaucoup d'achats de droits comics. Il y a Giant Days qui est trop bien. On a Renato Jones qui est sorti il y a pas longtemps. Celui-ci sera donc sur Emprise qui était un one shot d'horreur très à la Silent Hill et qui va avoir une suite. Mais ce petit récit inédit restera inédit encore une fois. Ça complète l'univers et c'est trop cool. Bliss Comics, les ayants droit de Valiant Comics, qui sont vraiment très bien. Il fait un boulot de fou. Parce qu'en fait il est tout seul et c'est vraiment dingue. Big up à Alex parce qu'elle est fan de Valiant. On n'a plus le Valiant, je sais pas où on l'a mis. Il est resté dans le salon. Volé. Il est resté dans le salon. En tout cas, il fait beaucoup de pages. Il y a vraiment un gros investissement. Il y a la moitié du titre qui restera inédit aussi. Et il y a énormément d'accompagnement pour comprendre ce que c'est que le catalogue Valiant et Bliss Comics. Parce que c'est un univers partagé de super-héros. Mais c'est pas que du super-héros non plus. Vous pouvez prendre toutes les séries séparées. Il y a des petites merveilles que j'adore chez Bliss, comme Divinity par exemple. Et Ivar Time Walker, si je devais en citer que 2. Mais vous savez que vous avez parlé de Bloodshot. On a Bloodshot, oui, Bloodshot. Ninjak, on l'a évoqué, mais on n'a pas encore lu. Enfin, en tout cas, pas pour le podcast, je crois. Mais je pense que ça arrive. Ouais. Il y a plein de trucs bien. C'est chouette. Ouais. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on va me faire couper la parole par Jacques. Non, je déconne. Vous retrouvez toutes les informations donc sur les sites du FCBD. Je vous les mettrai bien évidemment en lien sur la page de l'épisode, ainsi que si vous faites attention, si vous écoutez votre podcast sur une application mobile comme iTunes, enfin en tout cas application podcast ou alors Podcast Addict. Ça c'est, je crois, c'est Nivray qui écoute comme ça. Et moi j'écoute Pocket Cast. Sur Pocket Cast, si vous avez Android, vous avez ce qu'on appelle les notes d'émission. Donc en fait je vous mets toutes les images et tous les liens qui correspondent à ce dont on a parlé. Et là donc en écoutant, si vous êtes dans le métro et que vous avez une connexion, vous pourrez directement aller voir donc le début de ces titres, en fait, la liste de ces titres qui seront disponibles ce samedi. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'une planète loin là-bas, après cette page de pub. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa. Mais comment je suis supposé te recevoir dans cette
troisième partie. De retour. Arrête. Pardon. C'est mon accent. De retour. Non, c'est de retour. De retour. Dans cette troisième partie d'émission de ce 97e partie de ce troisième épisode. Oui, dans un sens, c'est un peu ça. Et nous allons parler télévision. Menu ce soir. Krypton. Série étonnamment créée par David S. Goyer. Pourquoi étonnamment ? Laisse-moi finir. Là, je fais mon synopsis biaisé. Tu vois. Scénariste des 3 films, des films Blade et des 3 Batman de Christopher Nolan. Alors quand je dis scénariste, c'est parmi les scénaristes qui sont pleins. Et certains jeux Call of Duty, si ça parle à certaines personnes. Si tu veux le remplir, t'es sympa parce qu'il a aussi fait BVS et Ghost Rider, hein, donc tu pouvais l'enterrer convenablement. Hein. Oui. Quel Ghost Rider ? Et il a aussi été scénariste de Coup pour Coup avec Jean-Claude Van Damme, puisqu'on parle pas assez de Jean-Claude Van Damme. Je me rappelle pas. Tu veux vendre ton podcast ? Fais ta promo maintenant. C'est bon. Coup muté, le meilleur bon. podcast sur Jean-Claude Van Damme avec Julien Agrignon et Adrien Larousé. Je veux dire, écoute, bon voilà. Tu as grillé ta carte, après tu ne parles plus. Si. C'est fini. C'est une série en 10 épisodes qui est pour le moment diffusée aux États-Unis sur la chaîne Sci-Fi et qui, selon le site Sci-Fi France, mais qui ne met pas le texte, elle va être diffusée sur Sci-Fi France, mais on ne sait pas quand ni de quelle façon. C'est logique, ouais. Ouais. Mais là, en fait, quand tu vas sur le site de Sci-Fi, il y a écrit les photos du cast. C'est tout. Le plot, je vous en ai parlé très rapidement. En fait, ça se passe à peu près 200 ans avant la naissance, en tout cas le départ de Superman pour la Terre, sur la planète Krypton, donc sa planète d'origine. La maison L, donc la famille de Kal-El, j'ai oublié son prénom humain. Alors Clark Kent, c'est ça. Est disgracié et isolé sur la planète Krypton. Et c'est dans ce contexte délicat que le grand-père de Kal-El tente d'instaurer paix et égalité sur une planète en désespérance. J'ai pris de IMDb. Ouais, j'allais dire, t'as pas écrit ça. Ouais. Non, c'était quoi ? C'était le truc français, Allo Resto. Non, Allo Ciné. Allo Resto, mais bien sûr, vos résumés de séries télé. Futur lieu de naissance du plus grand super-héros de l'histoire. Entre parenthèses, chez DC. Et ils ont mis histoire avec un grand H. C'est chaud quand même. Okay. Au casting, on retrouve beaucoup de nouveaux arrivants, pas énormément de grosses têtes de série parce qu'on n'est pas non plus sur Stars, on est sur Sci-Fi, donc c'est chaud. Cameron, il y a quand même Baristan Selmy quand même qui joue le papy du papy. C'était la cerise sur le gâteau du truc quoi. Parce que tous les autres. Quoique, attends, j'ai 2 autres trucs. Donc en fait il y a 4 vraiment personnages principaux. Cameron Cuff qui joue Sag-El qui est le grand-père de Jor-El qui est le père de Kal-El. Tout va bien? C'est le père de Jor-El, donc le grand-père de Kal-El. Parce qu'il y a tellement de grandes différences et tout ça. Oui. Donc, c'est le grand-père de Superman. C'est ça. Oui. Sag-El. Ensuite, il y a Georgina Campbell. Si vous regardez beaucoup de séries télévision, qui joue Lita Zod, vous l'avez reconnue. Elle a joué entre autres récemment dans Black Mirror, l'épisode Hang the DJ. Tous les bons acteurs britanniques ont joué dans Black Mirror. C'est ce que j'avais envie de dire. Même John Hamm, qui est pas du tout britannique. Jean Jambon. Ah mon Dieu. Nous avons aussi Ian McElhinney. Donc c'est Baristan. Ah c'est lui qui s'appelle comme ça. J'entendais ce qui s'appelle James quelque chose, tu vois, un truc assez clé. Non, c'est Ian McElhinney qui joue donc le père du... Le papy du papy de Superman. Non, le papy du papy de Superman. Oh là. Double AL. Et on a le fils de Tilk qui joue je sais plus qui. C'est son vrai fils dans la vraie vie. Mais non, mais il s'appelle Adam Pierre. Et c'est raciste le film. Pourquoi tu... Mais parce qu'il ressemble à Tilk. Ah non, il a les mêmes yeux. Non, faux. Il a le même air complètement vague. De qui tu parlais. Eh ben je suis désolé. Alors Tilk, pour ceux qui, s'il y a des gens trop jeunes, Stargate SG1, un espèce de soldat un peu amorphe qui a un regard, très très vide. Et là, c'est ça. Tient le bar en commençant. Ah le pauvre. Et là on a, je vous jure, c'est vraiment le mec, il lui ressemble beaucoup, mais en tout cas, il a le même charisme en tout cas dans son personnage. Mais bon, tous ces personnages sont en fait des familles qu'on connaît bien dans l'univers de Superman, mais pour une fois dans cette série, elle et Zod, s'il vous plaît. Merci. Et Brainiac. Évidemment, oui, l'antagoniste, pardon. Brainiac Hausniak. Et puis il y a l'homme à la capuche aussi. Et l'homme à la capuche, oui, qui était la légion des super-héros. Qui vient de la planète Détroit. La planète Détroit, voilà. Et donc oui, Brainiac, qui est l'antagoniste de Krypton, à la fois de la série mais de la planète qui est venue pour la collecter avant même la naissance de Superman. Et on a ce personnage qui vient du futur, passé, présent, autre galaxie, et qui vient en fait annoncer que Superman, donc qui doit naître dans 200 ans, est en train de mourir et qu'on doit le sauver dans le passé
et sur sa planète. Je sais pas si les gens ont bien compris. Non, mais regardez peut-être le pilote et je pense que vous. En gros, il y a Adam Strange qui est missionné par Kal-El Superman dans notre présent pour aller 200 ans dans le passé sur Krypton pour empêcher que Krypton soit mangé par Brainiac. Il prévient son papy. Mais pourquoi vous commencez pas par dire qu'il y a Adam Strange? Là, ça rend la série sympa. Hey. Tu es de mauvaise foi, mon petit Jack. Il est plus grand que toi déjà. Et donc 10 épisodes, je l'ai dit. Et en fait, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Donc, Ben. Putain, mais la nonchalance, quoi. Oui. Ouais, en parler rapidement parce qu'il veut vite qu'on finisse, quoi. Ok, Ben. Ben qui se mate, je tiens à le rappeler, toutes les séries du Arrowverse, donc de toutes les séries télé. Alors, est-ce que de tu l'univers considères, DC Comics, avant même de commencer, parce que là tu dis Arrowverse, excuse-moi, je resitue. Arrowverse, c'est CW. C'est CW, c'est Arrow, Et c'est CBS. Flash, c'est Supergirl et c'est Legend of Tomorrow. Donc il y a 2 chaînes déjà qui se tapent le Arrowverse. Pourquoi? Oui, non, bah non. Supergirl, non, c'est Supergirl CBS. elle est passée chez CW. Oh, tu as raison, excuse-moi, oula. On va rentrer dans les détails, mais CW appartient à CBS. Enfin, bon, oui, non, mais ça je sais. Après, il y a Gotham qui est chez je sais plus qui, et il Warner. reste donc Sci-Fi, qui nous a déjà donné. Le super Happy, la super adaptation de Happy dont on a parlé dans un épisode précédent. Donc déjà tu te dis, ok, DC au cinéma, DC à la télé, ouais, non, d'accord, la main, c'est exactement. Et donc tu te dis, les comics chez Sci-Fi avec Happy ça fonctionne, donc là DC chez Sci-Fi, pourquoi pas. Donc je mate le premier épisode, je remarque que tout le cast est britannique ou associé, donc ils savent jouer. Sans accent. Tout le monde sait bien jouer, et ça, par rapport aux autres séries de la même échelle. Tu disais que les Anglais jouent mieux que les Américains? Ah bah oui. Ou est-ce que c'est un truc de l'accent encore une fois? Pour le coup. Peut-être, mais en tout cas, le Ils ont fait fait est du que moi théâtre j'ai avant. l'impression que ça joue bien. Ce que je trouve intéressant dans cette série, c'est que pour une fois, on nous raconte autre chose que l'histoire de Superman ou de Superboy ou de Supergirl ou de machin. C'est un peu, alors Super c'est sûrement oncle, inspiré super tante, de super plein de grand-père. petits bouts de comics de l'univers de Superman, mais là au moins on me propose un truc que moi j'ai jamais vu, donc je me dis pourquoi pas. Et en fait, je trouve, alors tout est discutable, c'est assez inégal en fonction des épisodes, l'intrigue n'est pas folle, mais je trouve que tout est soigné. Je trouve que les costumes sont soignés. Je trouve que les effets spéciaux sont soignés. Je trouve que les personnages sont bien écrits. Je trouve que c'est bien joué, je l'ai déjà dit. Je trouve que la musique est cool. Je trouve que la mise en scène est pas tarée mais est correcte. Et donc Le staging. Voilà. Et donc moi j'y crois. J'ai envie d'y croire. C'est vraiment, ça se démarque de toutes les séries dont je parlais du Arrowverse qui sont, même si je les aime bien, genre Flash j'aime bien, c'est clairement cheap. Tu le vois, tu sais que c'est cheap, mais tu l'acceptes. Là je trouve que c'est un cran au-dessus. Et ils ont aussi essayé de faire un truc qui n'est pas dans les autres séries de ce genre-là, c'est de faire un truc un peu politico, mystérieux, enfin avec des intrigues et tout ça. Alors j'ai vu des articles qui disaient le Game of Thrones dans les étoiles. C'est un petit peu ambitieux de dire ça, mais si, mais parce qu'il y a des castes, il y a de la politique, Il y a des familles, il y a des backstabs, etc. C'est pas au niveau de Game of Thrones évidemment, mais je trouve que c'est une entreprise louable et qui s'en sort plutôt pas mal. Nivrae, t'es en train de bailler. Exactement, mais c'est bon, je finis de bailler en même temps que je parle, c'est bien. J'avais pas sauté sur la série parce que j'ai abandonné tout. Flash, j'ai abandonné Arrow, j'ai abandonné Supergirl. J'ai pas tellement aimé les derniers films d'essai. Quelle surprise. Et du coup, quand Krypton a été annoncé, j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, je suis pas sûre. Enfin, j'ai encore des adolescents sur une planète là-bas, et puis bon, Krypton, qu'est-ce qu'ils vont raconter, quoi. C'est clair. Et quand on l'a proposé, du coup, j'ai commencé à regarder. En fait, j'ai plutôt bien accroché. Ma grande surprise, c'est d'une pour le sujet, c'est que pour une fois, on s'intéresse à Krypton, à la planète, et à avant Superman. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Même si on évoque Superman parce qu'il y a Adam Strange qui est là, parce qu'ils disent que dans le futur, il va se passer quelque chose, donc il faut faire attention. Mais c'est surtout, on est sur la planète, on est sur le grand-père de Superman, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est pas ce que j'attendais de Krypton. Comme l'a dit Ben, j'ai beaucoup aimé le cast aussi, parce que celui qui joue Seg, le grand-père, Segway. Excellent ça. Et c'est T'as très pris le dur. micro pour ça? J'ai trouvé que son prénom était très nul. La première fois que j'ai vu, j'ai fait, il y a peut-être eu un problème parce que ça va pas du tout. Il est bon pour un acteur qui joue un jeune, un adolescent un peu rebelle. Habituellement, c'est un peu foireux. Et là, ça passe super bien. Et même l'acteur, c'est pas un mec super connu et pourtant, il accroche bien. Je trouve qu'il a pas un charisme de fou, mais il accroche bien. Tous ceux qui l'entourent sont plutôt cool. J'adore aussi le décalage d'Adam Strange par rapport au reste et ce côté où c'est lui l'extraterrestre, puisque c'est un humain sur Krypton, donc c'est lui l'extraterrestre. J'ai pas mal aimé ça. Par contre, j'ai un petit problème avec
costumes. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est côté futuro, enfin trop je sais pas, c'est futuro moche cuir moche. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans leurs costumes. Je les trouve pas très beaux, que ce soit les hommes, les femmes. Bon après, je pense que c'est pas une série à gros budget, donc ils sont pas forcément faits pour moi un gros effort là-dessus. Il y a deux lieux. Hein. Mais par contre, la grosse et l'autre grosse. Sur la partie effets spéciaux, je trouve qu'ils se sont pas mal débrouillés parce que effectivement, on va voir la forteresse de solitude, qui est pas si mal. On a quelques vols en vaisseau qui sont pas si mal. Enfin, ça fait pas cheap. C'était ma plus grosse crainte parce que moi, des fois dans Supergirl, c'est un peu cheap, ce genre de choses, c'est un peu cheap. Là, ça passe bien. Alors, je sais pas, je pense qu'ils ont bien géré leur budget. Alors, mis un peu moins dans les costumes, un peu plus dans les effets spéciaux. Et du coup, pour moi, c'est crédible. En fait, ça passe. J'en ai vu que 3 pour l'instant. Mais ça m'a plutôt plu de ce qu'on voit. On sent qu'il y a pas mal de mystères, pas mal de choses qui s'installent, et le personnage de Seg pour l'instant me plaît bien parce qu'il est un peu surprenant, il va pas forcément là où on s'attend qu'il aille. J'apprécie sa violence en fait. C'est pas le héros sage et propre. Dan. Il est pas con. Alors au début j'étais content parce que je me suis dit putain, une série sur Crypto, le super chien. Oh bordel. Je me suis dit putain, j'en suis, mais chaque atome de mon corps était partant. Et en fait, je ne savais pas lire. Et en fait, non, c'était Krypton. Et je me suis dit, ah merde. Parce que à chaque fois, ça va foirer. On sait très bien que c'est pas la peine de faire des origin story. Faut y croire. Non, mais les origin story, à chaque fois, ils foirent. Ils savent plus faire. Est-ce que je peux mettre un petit bémol? C'est pas une origin story, je suis désolé. Je peux mettre un petit bémol. Là, dès le début, on nous met Spider-Man, excusez-moi, Superman. On nous dit attention, si tu fais pas quelque chose, Superman va mourir. Sauf que dès que en fait, ils ont évoqué le propos. Bon, c'est vrai que c'est à la fin du premier épisode. T'as l'autre menace qui débarque et en fait, on n'entend quasiment plus parler de lui, quoi. Alors, attends. Juste Adrien. un petit insert parce que c'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Genre, est-ce que vous vous souvenez de Gotham quand on se disait, oh, c'est quand même bien qu'on nous parle de Gotham avant Batman, une série qui va pas faire référence à Batman. On était super contents. Et après, il y a eu Supergirl, on s'est dit, ah, c'est cool quand même, une série qui s'émancipe du frère. Et en fait, saison 2, bam, le frère. Non, mais la différence dans Gotham, c'est que c'est Bruce Wayne, le gamin. Alors que là, c'est pas du tout Clark Kent, enfin, c'est pas Kal-El, quoi. C'est 200 ans avant, donc ça n'a rien à voir. C'est censé tourner autour de autre chose, alors qu'en réalité. Bah là, dans Krypton, ça tourne vraiment autour d'autre chose. Enfin, moi, je veux poser un pari ici, genre combien de temps avant que les scénaristes paniquent et name drop à mort. Alors. En fait, le truc, c'est qu'ils ont déjà promis, on va dire entre guillemets, qu'il y aurait dans les prochains épisodes alors comment ils ont dit ça pour essayer de traduire ça en français, des figures qu'on connaît, mais qui auraient leur place dans l'histoire. C'est-à-dire que moi j'ai eu peur de ça au début parce que je me suis dit ça va faire un peu genre tu prends Gotham, mais moi je prendrais même Smallville où en fait c'était le pire de tout, c'est-à-dire ils ont essayé de caser tous les héros possibles. Alors Superman n'était pas encore Superman, en se fuckant de la Smallville est peut-être le pire de tous, mais c'est aussi peut-être le meilleur parce que c'est le plus nul justement. Et en fait ce genre de série, on arrive à un moment où plus c'est nul et mieux c'est en fait. Complètement faux. Là où moi j'avais peur, c'était justement ce côté Smallville où ils ont essayé de fourrer tous les trucs en disant on fait au-delà du fanservice, c'est-à-dire on va essayer de mettre des persos qui n'ont pas vraiment leur place dans cette timeline, enfin ou en tout cas dans cette situation. Et fuck, on le fait quand même, tu vois. Là, je pense que vu comment ça a été mis en place et vu le soin apporté à l'exposition des personnages, je pense vraiment que si il y a des noms, des name drops qu'on connaît, ça sera même pas du fanservice, tu vois. Par exemple, ils ont parlé du grand-père, donc du grand-père du grand-père, qui est joué par Barry Stanselmi là. Apparemment, il existe dans les comics, donc moi j'ai pas lu ça, mais je me suis renseigné, il existe dans les comics, mais c'est assez anecdotique dans les comics. Et là, ils en ont fait quelque chose. Alors le perso, pour l'instant, j'ai pas vu les 5 épisodes qui sont sortis, mais c'est assez anecdotique, on le voit, mais enfin, le personnage en lui-même n'est pas encore très développé. Mais tu vois qu'ils se sont juste dit, ok, on va prendre un perso qui est peut-être secondaire et on va créer quelque chose autour de lui qui sera considéré comme canon mais qui ne rentrera pas en conflit avec ce qui existe déjà. Et donc je trouve que c'est intéressant d'essayer de se dire on va choper des persos de seconde zone et essayer de créer un truc avec eux qui n'a pas été déjà raconté, quoi. Daniel, alors j'en reviens à ce que je disais et en fait évidemment je trouve ça foireux
Mais il y a un truc d'abord, et aussi il y a un truc, c'est que c'est très très mal écrit. Genre, je crois que l'épisode il durait 43 minutes, mais en temps ressenti c'était 2 heures. Ça parle énormément. Il y a une métaphore filée sur le racisme avec les castes et tout ça. J'ai fait oh là là, où est-ce que vous vous embarquez? Et en fait, je me dis qu'il y a une solution pour exploiter tout ce vivier de personnages et de licences, parce qu'après tout pour eux c'est du placement de licence. Ça serait de faire plutôt des Elseworlds en fait. C'est de faire complètement autre chose avec des figures que tu connais. Tu vois, on parle d'un truc qui se passe il y a 200 ans. Pourquoi pas l'avoir fait un Superman qui part il y a 200 ans et qui arrive sur Terre il y a 200 ans. Ça s'est fait en comics. Ça peut donner des histoires originales plutôt que d'essayer de fouiller et de balancer des petites références pour que ça fasse border 3 fans. C'est de l'ordre du doudou transitionnel qu'ils sont en train de détruire. Ça ne sert à rien. C'est des séries, c'est du vide. Il faut qu'ils arrêtent. Chris. Ouais, j'ai une question parce que moi je l'ai pas vu du tout et quand vous en parlez, j'ai l'impression qu'on pourrait omettre toute la dimension Superman et en faire une série. Ça pourrait être Caprica. Hein. Voilà. Est-ce que c'est pas dommage ou est-ce que c'est sa force? Pour moi, ouais. Juste, il y a une scène que tu retires et la série peut, je pense, tenir sur ses pattes sans faire trop de références à Batman. Mais non, après, moi, en fait, je suis aussi sceptique que tout le monde. Je suis sceptique comme Adrien, peut-être pas autant que Daniel, mais j'ai peur qu'effectivement Sci-Fi doivent retomber sur des ressorts de base de bon, ok, il faut qu'on mette Superman parce que là on n'a plus de choix ou alors qu'on en fait, c'est juste scénaristique. Même si ce que tu disais est vrai, et je pense que ça peut pas être le cas parce que c'est pas du tout comme ça qu'est fondée la série. Ça aurait aucun sens. Enfin, tu vois, il faudrait faire un bond dans le futur de 200 ans et de parler de Superman. Le plot a déjà pas beaucoup de sens. Non, ça n'a aucun sens. La réponse facile pour les scénaristes, c'est d'utiliser la Légion, qui est le groupe de personnages qui voyagent dans le temps, et dans ce cas-là, ils peuvent tout faire et faire venir. C'est déjà le début du plot. Parce que le mec qui voyage dans le temps pour ça. En fait, c'est pour moi, je pense que le fait d'avoir choisi l'univers de Superman, c'est purement commercial pour attirer les gens, et qu'ensuite, à côté de ça, ils font un truc qui leur plaît. Alors effectivement, si t'enlèves les noms qu'on connaît, Superman, la cape rouge qu'on voit, machin, ça peut être complètement une série de science-fiction, mais je trouve que ça s'appuie pas sur ce truc de Superman, c'est-à-dire à part le fait qu'on dit maison L ou quoi que ce soit, ça s'appuie pas du tout sur ça. Donc je pense que ça ne joue pas sur à part commercialement pour attirer des nouveaux spectateurs, scénaristiquement ça joue pas sur ça. Donc ça n'a pas sa place dans Comics Outcast. Allez hop, on remballe. C'était une super émission. Bah bien sûr que si, puisque c'est les personnages de l'univers étendu de Superman. Exactement. Et l'arrière de Superman, quoi. Grand-père, il existe dans les comics. C'est juste qu'il est exploité plus largement. Et il arrive dans un comics. Et c'est l'annuel de Superman écrit par John Byrne et il arrive pendant la guerre civile américaine. Voilà. Je voulais juste conclure sur un point que j'ai vraiment vu parce que je suis une personne d'une certaine minorité, mais j'ai adoré la relation entre la mère Zod et la fille Zod, donc Lita Zod et Laïna Zod, je crois. Laïta, merci. Zod. Qui sont donc dans l'armée, dans la commande de l'espèce de milice locale qui donc doit tenir les rangs, tout ça. Je dirais pas jusque là. Ils ont quand même le costume rouge et noir. C'est juste très sévère. Petite métaphore filée, très fine américaine. Par contre, c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi ils ont besoin d'être là, sachant qu'il n'y a quasiment, à part un groupe terroriste évoqué, aucun danger. Mais bon, c'est pas grave. Mais je finis mon point et après, de toute façon, on finit. C'est tout à fait faux ce que vous dites, Eric. Qui est-ce qui vient de dire ça? Moi. Ah, putain, savoir que t'as changé de voix. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des femmes de pouvoir qui sont pas blanches et qui sont pas des hommes, excusez-moi du fait, et qui ont un rôle très important sur la société. Il y a aussi Nissa, la fille de Vex. Krypton, pardon. Nissa, la fille de Vex, qui est... Oh, la petite... Comment vous faites pour retenir ces prénoms? Mais parce que je l'ai écrit, en fait. J'ai écrit Nissa Vex, tu vois. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé qui est intéressant et qui rejoint ce que tu disais, Eric, c'est qu'il y a des personnages qui sont plus ou moins puissants, on l'a dit, il y a une histoire de caste, et il y a aussi ce côté, en fait, toute la milice dont tu parles, ils sont sous les ordres d'un genre de prêtre qui est censé être la voix du dieu, enfin le relais avec le dieu, et donc il y a ce côté religieux, à l'inverse du grand-père de Kal-El qui est du grand-grand-père qui était des scientifiques. Ouais. Et donc il y a ce côté science contre... Et ça je trouve que c'est intéressant, c'est un sujet qui est hors du comics et hors de Superman dans plein d'autres trucs, qui est exploité intelligemment. Krypton, pour le moment je crois que vous êtes obligé de passer par des moyens qui sont pas forcément très légaux, mais j'imagine que Sci-Fi France va vite la diffuser et l'adapter. Donc ce sera une mini-série en 10 épisodes et on verra si c'est
conduit pour une saison suivante. Et c'est donc comme ceci que nous allons conclure cet épisode. T'as vu, Adrien, est-ce que t'as kiffé les 3 secondes que je t'ai laissées? C'est une belle amplitude. Oui. Non, continue. Et pour une fois, j'ai pas bruit. Donc ça va être rapide. On va dire au revoir à nos chroniqueurs pour commencer. On va dire au revoir à Ben. Au revoir, Rink. On te retrouve où? Un peu partout. À l'heure où on enregistre, le 4e épisode de Kumité est sorti. Mercredi, il y a un nouvel épisode du syndicat du screen. Dimanche passé, donc hier, il y a eu un épisode des Toys, de 20th Century Toys sur JVTV. Et puis un jour, c'est cool, c'est quoi. Et puis sinon, voilà, Comics Outcast. Et on vous prévoit plein de trucs pour la 100e qui arrive très très bientôt. Ah, c'est vrai que c'est tic-tac. Tu craques. À bientôt, Ben. À bientôt, Eric. Nivray. Ouais. On te retrouve où? J'ai fait un truc trop simple parce que c'était trop compliqué. Les gens, ils me retrouvaient jamais. T'as changé ton pseudo-tuteur? Non, maintenant, si tu fais podcast.nivray.fr, j'ai fait une page avec le récap de tout là où je suis. Donc en fait, t'as un CV en ligne, c'est ça que t'essaies de nous dire. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est un peu ça. Mais du coup, ouais, sur C'est arrivé près de chez nous. Podcast que j'ai lancé avec les copines, on a enregistré le 2e et on sera pas loin d'enregistrer le 3e quand cet épisode sortira. Bah ça va, mais tout le monde a ses petits projets dans son côté et tout. Et là, on va arriver au gros morceau. Attention, c'était un bonne chance ça, ce que t'as fait? Je disais, c'est pouce vers le haut. Ah, c'est un pouce vers le haut pour ces podcasts. Alors j'espère que vous êtes prêts. Daniel, quel est ton actu? Chacun cherchera et trouvera. Oh, tu me déçois. Allez, je suis toujours sur After Eight, Super Ciné Battle. Ouais. Par là, mon Luc aussi. On a lancé un Patreon et on est content que les gens répondent massivement. J'ai aussi ouvert une chaîne Twitch et depuis 4 heures, j'ai une chaîne YouTube maintenant. On a le futur. Ce qui me manquait que ça. Et sinon, bien sûr, Gaijin Dash sur Gamecult où j'ai continué d'écrire, parfois sur le. Et merci. RP. Parce qu'il me l'a dédicacé. Je t'engage. Oui, et évidemment, il y a ça, c'est une vraie actu de librairie. Super Ciné Battle, le livre. Donc, c'est le premier spin-off d'un bouquin, d'un podcast qui est devenu donc bouquin. Et donc, Super Ciné Battle, le livre est dispo depuis le 11 avril et ça marche plutôt bien. On est très content et en plus ça plaît. Et en plus ça plaît. Donc on est ravis avec mes camarades de jeu Quix et Papa. Bah, félicitations à tes 14 projets différents, mais surtout pour le bouquin. Merci le bouquin. J'attends toujours que tu me l'offres et que tu me le dédicaces, mais. Je suis pas passé par chez moi, mais tu en aurais eu. Merci en tout cas à vous 3 d'être venus. Merci pour vos revues. Merci et on va à notre invité. Également. Mais putain, arrêtez de me brûler. T'as vu quoi. Merci à notre invité. Christopher. Allez. Malouane. On te retrouve où donc ce samedi? Toi, tu seras où toi? Naoki Urasawa. L'artiste, le dessinateur, et j'ai pas pris un artiste de comics, mais en vrai je suis prêt à mourir pour une Merci, il n'a pas oublié parce que j'avais de quoi tu parles. J'ai mis 1000 ans et tout, je suis allé aux toilettes et j'ai réfléchi sur les. Mais il vend pas ses planches. Non, je sais qu'il vend pas ses planches, je m'en fous. Je les ai vues, je les ai touchées, je l'ai touché lui, ça me va très bien. Je peux mourir tranquille. On peut me retrouver ce samedi dans ma boutique à BDnet Nation, qui est comme son nom l'indique, près de la place de la Nation. Mais pas tout à fait, comme Basique. Arrête, pas loin. Oh, vous êtes des menteurs. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant Christopher Malouane parce que je fais plein de reviews de BD dessus. En général, quand je dis des trucs bien, je le mets là. C'est un peu mes fiches de lecture perso. Mais tu vois des clients, tu fais excusez-moi, allez sur mon site. Voilà. Des fois, je regarde sur mon téléphone. C'est ultra. Non, mais il me voit prendre mon téléphone. C'est très mal poli quand même. Tu vois, genre, non, je vais appeler ma mère. Tu sais, laisse-moi tranquille. Elle saura mieux. Et sur Twitter, j'ai un pseudo tout pourri de mon adolescence. Je le traîne comme une vieille adresse caramel. C'est un peu moche. C'est Fitz Lionheart. F-I-T-Z et cœur de lion. FF8 et ouais. Alors Fitz, tu vas pouvoir savoir. Ouais. Robin Hobb, l'assassin royal. T'es vraiment non seulement pas original, mais en plus j'ai été adolescent et émo. Laisse-moi tranquille. Chacun son tour. Voilà. Merci à vous de m'avoir invité. En tout cas, c'est vraiment ultra sympa. Cool. Bah non, nous on est très très contents d'avoir eu avec nous. Tu nous as égayé. On a beaucoup rigolé. On a appris beaucoup sur les FCBD et sur la publication. Et j'ai pas eu le temps de parler de tous les titres. Il y a 10 titres en tout. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Le mec, il a pas la montre. Mais non, mais parce que j'ai parlé que 3 titres. Après, il y a des éditeurs. Ils vont se dire mais voilà et tout et je les comprendrai. Donc voilà, il y a 10 titres, soyez curieux.
voilà, c'est De toute façon, s'ils sont curieux, ils ont Ça, vu c'est sur le les truc de Arte, stories non du compte Instagram de Ah, c'est Comics trop bien, Podcast. merci. Bah voilà, donc réseaux sociaux, faites marcher ça à donf. Merci Adrien pour la réalisation, encore comme d'habitude. Merci Adrien. Et moi, vous me retrouvez @ek__. Oh, j'ai joué underscore. C'est bon. Non, ek__ mea. Comprenne qui pourra. Et dans Whisperos, je suis quasiment sûr que l'épisode est sorti en même temps parce qu'on n'arrête pas de faire ça en ce moment. C'est pas Fait cool. des pour nous. super éditos. Ça, c'est du foutage de gueule. Mais j'en prépare un super bien pour mai et franchement, je pense que il va être dur à toper. Tout ce que je peux vous dire, ça fait 3 semaines que je prépare. Voilà. Et sinon, nous, on se donne rendez-vous le 30 avril plus 14, je sais plus. C'est quelque part en mai, voilà, de milieu du mois de mai, pour une émission encore plus sympa, parce que cela était bof, franchement, Christopher, t'as pas super... Jacques, c'est vraiment un connard. C'est vraiment un pas enculé. Je repasserai dans un an. Hein. Oui, voilà, donc on dit au revoir aussi à Daniel qui reviendra l'année prochaine. Après, on est à 3 épisodes de la sonde, peut-être qu'il viendra nous faire un coucou. Mais oui, obligé, t'es invité d'honneur. Allez, à bientôt. C'est ce sourire que tu m'as fait. Bah oui, allez, bye, ciao. Bye. On dirait moi la guitare. Ouais, c'était bien. Merci. Hein.